Et ça y est, on est en stream. C'est super, c'est top. Les gens nous voient, on voit les commentaires. Vous allez bien ? Ça va et toi ? Super. Salut. Bah oui, du coup, je vais pas dire non. Donc, autour du plateau, tout le monde, je présuppose, dans le chat, connaît les gens. On a Cassandre, donc Cassandre streamer. Oui, Vulgarisateur politique. vulgarisateur politique si on veut être un peu pompeux. Ouais. Militant. Militant insoumis depuis très longtemps. Super. Dofla. Enchanté, streamer, plus commentateur de la vie politique, pas vulgarisateur. Mais laisse-moi discours. présenter. Mais ça va, je me suis présenté. Mais il se présente comme il veut. Non, mais c'est pas pas de convaincu. laisser la personne se présenter. C'est pas convaincant ma présentation? Non, elle n'est pas comme ça. Oh là là. Je suis streamer, commentateur de la vie politique sur Twitch depuis des années. Ça fait des années que je suis dans le game. Et ça va, ça marche bien ? Ça va, ça marche bien. Ok, trop bien. Wissam, streamer également. Est-ce que je peux dire vulgarisateur politique ? Oui. Oui, ça te va. Ça On me a va. une équipe chargée aujourd'hui. L'incroyable Suline. Suline militante. Yes. Suline tiktokeuse. Yes. Suline attachée parlementaire d'Antoine Léaumont. Oui, On rajoute quelque chose ? ça va. Non, c'est bien. Les CV, il est long. Ilyes Jaouti, militant, Salut, activiste, aussi très présent sur, Twitter. importé de Twitter du coup. Parfait. Et monsieur Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise. Ça va? Oui, ça va. Super. Ravi d'être avec vous ce soir. Qui est aussi d'ailleurs TikToker. Twitter, Instagrammeur. T'es en place quand même. C'est pas moi qui fais tout ça. Hein. Oui, mais On essaye d'être présent on sur essaye tous les quand même. réseaux. Je pense que c'est important. Ça permet de passer des messages. Je crois qu'on va parler un peu médias. Ça permet de contourner aussi Ouais. les médias traditionnels. Même si je suis assez présent sur les médias traditionnels aussi. sur tous les fronts, dans toutes les On luttes, essaye. sur tous les réseaux, partout. On essaye Et- de contribuer. Le plateau est trop bien. Bonsoir, influenceur, Footballeur. petit five les amis. Le five, ça te parle, Oui, oui. Manu? Footballeur Parce émérite. que, alors, on va déjà tout de suite commencer par préciser. Non, mais c'est parce qu'il arrive que, avec quelques camarades, militants, amis, on aille se dégourdir les jambes. Bon, au Five d'Aubervilliers, porte d'Aubervilliers. Bon, mais là, c'était pas tout à fait prévu que le Five sorte Et le goal a tout quelques donné. images de vidéos. Le goal Il y a donnait quelques tout. vidéos de buts qui circulent sur Internet. Bon, c'est la vie, hein. Et ouais, bah après, le gardien, bon, c'est vrai que... Il donnait il a- tout. Il il a fait donnait ce qu'il tout. a pu. C'était pas du tout de la complaisance. C'est vraiment, il a tout donné. Il a fait ce qu'il Je a crois qu'il pu. faisait du mieux qu'il pouvait, quoi. C'était ton premier five? Non. Ou- Ouais. Ok. C'était Non, pas on mon sait premier. jamais. Non, c'était Jamais. pas mon premier, C'est mais. le premier qui a été diffusé, on va dire. Ah, mais on y va. En fait, on y va entre amis. C'était pas prévu que ça soit diffusé. Bon, ouais, on assume. Hein. Un peu Un moins. peu footballeur alors. Voilà. Ouais. Mais un peu moins fun, du coup, on tient quand même à apporter, en tout cas j'apporte, mais je présuppose que c'est pareil à peu près pour tout le plateau, mais je parle sous votre contrôle. Donc on apporte notre soutien à Jean-Luc Mélenchon, dont le logement a été dégradé récemment. Voilà, donc on tient quand même à lui apporter notre soutien sur la base et dire aussi que c'est la continuité des violences. Je crois que ça a coupé le stream. On est toujours en stream ? Ouais, je crois que ça a coupé un petit peu. Apparemment, on me dit on continue quand même. Ok. Et du coup, pour lui dire, pour vous dire en tout cas que c'est la continuité des violences qu'on subit, des violences d'abord verbales de l'extrême droite, institutionnelles, et elles passent malheureusement le pas de nos portes. Donc voilà, Soutien. soutien total. Oui, soutien total, c'est effrayant. Oui, regarde, ça semblait Attendez, un qui parle, oui, truisme. ça, Et toi? Oui, bien sûr. Hein? Parce que bon. Ok, non, du coup c'est bon, a priori on est encore en stream, on a juste une mauvaise connexion, mais en fait on le savait en commençant, mais on l'a fait quand même. Voilà, on est parti. C'était le risque. Ok, tout de suite, Ilyes, toi, tu es venu nous faire une petite chronique média pour faire une petite rétrospective des pires dingueries qu'on a entendues cette année et l'embarras du choix. Donc, je pense que tu peux y aller. Ouais, absolument. Et pour commencer ma chronique, je vais vous demander de prendre un moment pour écouter attentivement la vidéo qui va suivre. Je vais vous demander d'écouter les mots qui résonnent sur les plateaux télé, les mots qui justifient l'injustifiable. Je pense que je parle pour beaucoup de Français quand je dis qu'ils crèvent. Israël fait le travail de l'humanité ici. Absolument aucun remords
à ce niveau-là qu'ils crèvent tous. Et vous Au bout d'un moment, comprenez? C'est l'utilisation de la Palestine aujourd'hui est fait pour nazifier les Juifs. Il faut aller attaquer Rima Hassan. Il faut peut-être la déchoir de sa nationalité française. Des centaines de gens derrière. Ouais, t'as trop raison, Ismaël. Je suis trop d'accord. De la balle, le Coran sur ta tête. Parce que ça doit être ça derrière. Ah non, Ouais, non, ça, mais c'était fantasme, ne vous ça, inquiétez pas. c'est Vu, je les ai bien imités. Bah oui, parce que. La France insoumise a franchi un nouveau palier dans l'infamie. Elle applaudit une chasse aux Juifs. Aujourd'hui, quand Jean-Luc Mélenchon appelle encore à la haine, c'est extrêmement grave, Gilles Verdez. C'est lui qui a ramené le conflit en France et qui est le principal responsable de ce conflit. Ben, il faut les dégommer, ces gens-là. Il faut les dégommer. Il faut les... Pas facile. Waouh. Donc chaque jour, on entend des propos de plus en plus décomplexés où l'apologie de crime devient un exercice de style. Ils se donnent la main sur les plateaux télé pour faire tourner les mêmes visages, les mêmes discours, pour taper sur les mêmes qui dénoncent l'injustice. Ils essayent aussi de nous faire croire que défendre la Palestine, c'est être extrémiste, que se ranger du côté du droit international, c'est porter la voix de l'islamo-gauchisme, que les Français se rendent complices d'un génocide. Et pourtant, tous les militants de la paix leur répondent « Vous pouvez essayer de nous censurer, mais vous ne pouvez pas censurer la réalité. La réalité, c'est Gaza et Rafah rasés. Les femmes et les enfants brûlés vifs. Les journalistes palestiniens tués dans l'exercice de leur métier simplement parce qu'ils osaient montrer ce que d'autres voudraient cacher. La réalité, c'est que des centaines de milliers de Français dans la rue marchent pour la paix, pour permettre un futur à la Palestine, un futur à son peuple. Maintenant, la question à se poser, c'est où sont les grandes voix des médias mainstream ? Où sont les grandes voix, celles qui montent au créneau quand un confrère européen est touché ? Celles qui s'indignent lorsque l'opposition est diabolisée à l'étranger. Où sont les éditos et les tribunes pour les journalistes palestiniens ? Leur silence complice ne fait que grandir les voix de la paix. Si les sanctions de l'Arcom ne suffisent pas, la rue répondra. Les plateaux télé ne construisent pas le réel, le vote des Français si, et il a placé les forces progressistes et pacifistes en tête. Plus ils nous attaqueront, plus nous serons nombreux pour une France insoumise, pour la Palestine, pour la paix. Et moi, je voudrais poser une question à l'occasion à Manuel Bompard en lui demandant, selon toi et selon vous aussi, quelle place en tant que militant de gauche on doit occuper vis-à-vis des médias mainstream ? Ouais, d'abord, tu as dit, évidemment, tu as décrit ce qui s'est passé cette année et toujours, depuis tout temps, les médias, ils ont toujours joué un rôle de protection du système. Mais c'est clair que l'année qui vient de s'écouler, ça a quand même été une année de franchissement de seuil, je trouve, qui est apparu de manière très claire. Et il y a eu, pour reprendre des mots, une sorte de macartisme politique, en fait, de criminalisation à outrance des voix de l'opposition. Et cette criminalisation, elle s'est faite, on en a parlé, sur le terrain judiciaire, elle s'est faite sur le terrain de la violence banalisée, légitimée contre la France insoumise, ses dirigeants, mais au-delà, tous les militants de la paix, et aussi dans les médias. Et ça, je pense, les quelques extraits, mais là, en fait, les quelques extraits que tu as montrés, c'est ça par rapport à ce à quoi on a assisté toute l'année. Alors après, ça pose une autre question de comment on fait face à ça. Bah, en fait, je le disais un petit peu dans mon introduction, moi je pense qu'il faut occuper tous les terrains de la bataille. Et tous les terrains de la bataille, ça veut dire évidemment essayer de faire exister, de faire prospérer des médias alternatifs. Ça veut dire évidemment utiliser les réseaux sociaux pour contourner d'un certain point de vue l'officialité médiatique. Mais je crois aussi, et je sais que ça peut faire débat parfois, je crois aussi que ça veut dire aller sur les terrains de conflictualité médiatique pour y porter un message alternatif. Alors des fois c'est pas très marrant, vous n'êtes pas toujours très bien traité, vous êtes même globalement pas très bien traité, mais je pense quand même que ça fait grandir aussi la prise de conscience dans le pays. Vous savez, les gens qui croyaient que les médias étaient une arène neutre dans laquelle chacun peut venir défendre ses points de vue politiques et puis on en débat tranquillement, tout le monde à égalité. Je pense que plus personne pense ça dans ce pays. Et ça fait du bien, ça fait des anticorps dans le pays par rapport à ce qu'on entend dans les médias. Donc voilà, moi, pour répondre à la question, je suis pour se déployer sur tous les terrains de lutte et tout le monde peut y contribuer. Ça veut dire partager les publications sur les réseaux sociaux, ça veut dire aider et soutenir les médias alternatifs, parce qu'il y en a, il faut les aider, ça veut dire aider et soutenir le travail des streamers, des youtubeurs, et ça veut dire aussi aider les camarades qui vont sur les plateaux télé, signaler quand il y a des choses qui sont dites, saisir l'Arcom, voilà.
faire en sorte de se déployer sur tous les terrains de jeu. Absolument. César l'ARCOM, c'est quelque chose qui te parle, toi? Absolument. Même s'ils font rien. Mais plus il y a de signalements, plus ça les oblige au bout d'un moment à bouger. Comme Manuel a dit, c'est pas les signalements qui font les actions malheureusement pour l'ARCOM, mais bon, on continue. On signale, alerte, point rouge, alerte ARCOM, Direct, et on continue de signaler. Absolument. C'est lourd ça ou pas, les signalements? Non, c'est pas un tant que formulaire, ça. je crois. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Parce qu'en fait, les gens souvent pensent qu'il y a les noms des émissions qui sont cachés, etc. Alors qu'en fait, sur un média mainstream comme BFM TV ou CNews, il y a le nom, l'heure, la personne qui prend la parole, etc. Donc c'est très facile. Il faut juste faire le screen et recopier. Okay. Mais pour rebondir par rapport à ça, en effet, on voit que les journalistes, aujourd'hui, pour certains, c'est des militants politiques qui, sous couvert de neutralité, en fait, vont avoir la volonté de diffuser des messages souvent racistes, nauséabonds. Et pour moi, une illustration de ça récemment dans l'actualité, c'est quand il y a le porte-parole de l'armée israélienne qui a félicité la ligne éditoriale de BFM, et également Benjamin Netanyahou lui-même qui a félicité CNews et Laurence Ferrari. Donc ça interroge vraiment de voir que des criminels de guerre félicitent des médias français pour leur ligne éditoriale. Et quand Rima Hassan avait à juste titre indiqué ça à l'antenne de BFM TV, on lui a coupé la parole. On lui a dit « vous nous attaquez, ça suffit, bon c'est terminé, au revoir ». Donc ça montre en fait à quel point on est loin de la neutralité, on est loin de la pluralité, et qu'en fait la volonté c'est simplement faire passer des messages qui visent à soutenir une politique génocidaire, qui visent à instiller de la division, de la haine dans le peuple, et ça fait peur, D'où la nécessité d'investir les réseaux sociaux pour que ça constitue un contre-pouvoir en fait à la diffusion de toutes ces idées, quoi. Et j'ajouterais aussi à ça que cette période-là, j'avais regardé l'excellent documentaire de Off Investigation justement qui s'appelle Médias de la haine. Et justement là-dedans, parce que c'est souvent quelque chose que sur les plateaux télé on disait de oui bon de toute façon vous êtes possédé par des milliardaires, vous êtes un peu aux ordres parfois quand on se faisait un peu rentrer dedans. Enfin quand je dis on c'est surtout Mélenchon, hein, et à chaque fois la réponse des journalistes en face c'était ah non mais on ne nous dit pas quoi dire exactement, on n'écrit pas exactement ce qu'on doit dire, et justement des journalistes comme Off Investigation ont pu avoir accès à des pigistes etc. qui disaient ah si j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit vraiment de prendre cet angle etc. Donc il y a aussi cette cette clarification aussi un petit peu, cette transparence qui s'est créée en fait sur, en fait si tout ce qu'on disait depuis le début, c'est une réalité en fait aussi. Les gens dans le chat te disent félicitations pour ton face-à-face avec Bourdin. Merci. Non, juste peut-être après je vais vous laisser parler, mais juste insister peut-être sur un point, c'est évidemment qu'on s'est rendu compte depuis des années et des années que derrière la neutralité journalistique, il y avait des points de vue idéologiques qui s'exprimaient. Moi, ce que je trouve qui est marquant, et ça continue à exister, évidemment, il y a des liens avec des puissances de l'argent qui possèdent les médias. Bon, tout ça, ça fait maintenant depuis des années et des années que c'est documenté. Mais ce que je trouve particulièrement flagrant, et ça répondra à l'interpellation qui m'est faite, c'est je trouve qu'on a franchi un stade parce qu'on est vraiment passé dans l'ère un peu de la post-vérité. C'est-à-dire que dorénavant, cette année, avant, ils faisaient un travail idéologique, mais en s'appuyant quand même sur certaines règles de déontologie. Un semblant de déontologie. Là, aujourd'hui, cette année, vous avez eu des pures inventions. Je sais pas, moi je me rappelle être un matin sur une matinale où c'était le lendemain de ce qui s'est passé à Amsterdam, et on me montre des images, et on me fait commenter ces images, et une semaine plus tard, on apprend qu'en fait, ces images, on leur a fait dire exactement l'inverse que ce qu'elles voulaient dire avant. Et en vérité, il n'y a eu aucune correction dans les médias qui ont utilisé ces images. Donc c'est un pur mensonge. Et ce matin, je fais une émission avec Bourdin sur Sud Radio, et Bourdin me dit qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à vos députés qui ont dit que Mayotte n'était pas française? Bon, oh là là. Je lui dis mais vous me parlez de quel député? Il est incapable de me dire quel député, mais pour une raison simple, c'est parce qu'en fait ça n'existe pas. Donc en fait il m'interroge sur la base d'une fausse information. Et pas de correction, pas de correctif. Je lui dis, mais donnez-moi le nom du député. Il cherche dans ses fiches. Non, quelqu'un a dit ça, alors qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je réagis à des faits, je ne réagis pas à vos inventions. Donc je trouve qu'on a vraiment franchi un seuil sur le rapport à la vérité qui est désormais, en fait, ils font ce qu'ils veulent, que ça a un rapport plus ou moins lointain avec la vérité, ça leur importe peu, quoi. Moi, j'ai une question, parce que vous avez tous vos styles de débat, et à la France Insoumise, c'est bien, parce qu'on a un éventail de députés qui, certains sont plus incisifs, d'autres sont plus calmes. Toi, je te trouve relativement
calme et structuré dans tes réponses. Mais comment tu fais justement pour garder ton calme en sachant pertinemment qu'on va t'opposer? C'est même pas un argumentaire contradictoire, c'est un argumentaire faux. Et tu arrives à tenir comme ça sur 1 heure. Enfin, moi, ça m'intéresse vraiment, genre... Je sais pas, en fait, bon, d'abord, c'est une réflexion un peu stratégique. J'essaye de réfléchir à qu'est-ce qui est le plus efficace. Et je me dis qu'à partir du moment où tu vas dans ce cadre-là, à la fois, tu peux pas en accepter totalement le cadre. C'est-à-dire que si tu peux pas accepter de te faire maltraiter sans réagir. Mais à la fois, c'est le problème de l'image, c'est que si tu pètes un plomb, si tu pars en t'énervant, à la fin, j'ai l'impression que tu as perdu, qu'ils ont réussi à te faire partir. J'essaye de trouver le juste milieu entre les deux. Et on va dire en termes de préparation mentale, je me mets en état... Je me mets... un peu... En vrai, je me mets en état d'esprit jeu d'échecs, vous voyez. J'y suis... Je sais que le journaliste en face, il va essayer d'avancer ses pions pour m'amener dans tel piège, et moi, je vais essayer de détecter son piège avant pour faire le coup qu'il faut. Donc, en fait, j'écoute la question, et en plus, franchement, disons la vérité, ils sont pas très originaux, et ils travaillent pas beaucoup, vous savez, parce qu'ils sont pas sympas, mais ils travaillent pas beaucoup. Donc, en fait, globalement, quand vous faites beaucoup, vous entendez beaucoup les mêmes questions. Donc, souvent, au 2e mot, je vois à peu près la question qu'il va me poser, tu vois. Donc, à ce moment-là... Est-ce que vous condamnez les attaques? Ouais, voilà. Jean-Luc Mélenchon. Donc, à ce moment-là, j'ai déjà préparé un peu mon truc, j'essaie moi de l'amener dans un autre terrain. Et une fois que tu es sorti du truc, t'as plus un rapport personnel à la question, tu as un rapport de bataille en fait. Bah alors tu vas en mode 5 comme tu dis. Justement, moi je voulais rebondir sur ça et je peux pas m'empêcher à chaque fois que je vois ces extraits de trouver quand même du positif là-dedans. Sur 2 points. Le premier, c'est que il faut pas, en fait, il y a un dilemme, c'est qu'on peut pas s'attendre à ce que ces médias soient sympas avec nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on représente une politique de rupture, alors là, c'est la politique, c'est l'objectif qui est porté par la France Insoumise, mais même dans des organes de mouvements radicaux, même dans l'antiracisme, quand on porte un discours de rupture, de toute manière, dans tous les cas, ça va amener ce genre de réaction de la part de certains qui représentent des intérêts particuliers, qui sont principalement ceux de la bourgeoisie. Donc, pour moi, ils sont... De toute façon, ça va arriver. Et même, je suis content que ça arrive. Pour moi, c'est une validation aussi de nos politiques. Noam Chomsky disait, mais comment vous vous sentez de voir tous les médias qui vous critiquent? Il répondait, mais moi, ça m'enchante. Ce qui m'inquiéterait, ce serait qu'ils disent du bien de moi. Donc, c'est aussi important de dire que c'est aussi un succès de voir le traitement qu'il y a dessus. Et je pense que c'est aussi un succès parce qu'eux, ils sont de plus en plus inquiets du fait que malgré le rabattage médiatique anti-France Insoumise ou anti-mouvements sociaux, eh ben, quand même, l'adhésion est là et l'adhésion se fait de plus en plus forte. Et le deuxième point aussi que je voulais aborder, c'est qu'on voit en fait tout leur discours pseudo-humaniste, universaliste, je condamne la violence et qui sont là à être les juges, les pères de la morale. En fait, on voit que c'est des conneries et qu'en gros, leur morale, c'est une morale bourgeoise et qui sont dans un humanisme abstrait et qu'en réalité, quand ils disent qu'ils défendent les droits humains, c'est en fait la logique de la théorie libérale. Il faut lire Losurdo, Contre-histoire du libéralisme, qui montre qu'en fait, en Occident, on a toujours considéré les droits humains, oui, mais qui sont les humains? Pas les populations du Sud. Et donc pour eux, il n'y a aucune contradiction à être en même temps pseudo-universaliste et avoir les discours les plus dégueulasses qu'on a, notamment, on a vu sur les Palestiniens, mais plus largement sur les populations du Sud. Mais pour rebondir, est-ce que ce lynchage médiatique, est-ce que ça renforce ou ça affaiblit la base électorale ou pas? Ils sont sans pitié, les médias, avec vous, quand même. Hein. Ouais, j'ai peur que, par exemple, excuse-moi, j'ai peur, par exemple, qu'il y a des électeurs, faut rendre des comptes pour leur dire non, c'est du mensonge. Comment ça se passe? Je pense qu'il y a les deux phénomènes, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui, de toute façon, maintenant ont très bien compris le rapport entre les médias et le système dominant et se disent, bon, en gros, auprès de qui, si t'es pas aimé des médias, c'est que tu contestes le système et donc que ça a un effet plutôt positif. Ouais. Là, je pense sincèrement que dans la séquence qui s'est déroulée autour du génocide à Gaza, je pense que le fait qu'on ait été aussi tapé, caricaturé, insulté, je pense que ça a produit aussi de l'attachement de la part de gens qui souvent n'ont pas, eux, les émetteurs pour pouvoir s'exprimer sur le sujet, mais ressentent cette violence au quotidien. Et voir que cette violence était ressentie par d'autres dans le champ politique,
il y a eu aussi un phénomène d'adhésion en mode ah bah c'est nos représentants puisqu'ils subissent la violence à laquelle nous on fait référence. Ah là, après, nous racontons pas d'histoire. S'ils le font, parce qu'ils savent ce qu'ils font quand même. S'ils le font, c'est qu'auprès de certaines personnes, ça a sans doute un impact et un effet. Bon, bah après, ça, c'est notre travail. Pour ça que moi, je pense que c'est important d'y aller. Et c'est pour ça que je pense que c'est aussi important d'avoir ensuite d'autres moyens de toucher les gens. Parce que, en fait, les gens, ils sont très loin quand même des débats qui sont sur les plateaux. Et souvent, quand vous êtes dans la discussion, des fois, moi, je rencontre des gens qui me disent « Ouais, mais ils ont dit ça à la télé. » En quelques minutes de discussion, tu arrives à les convaincre. Donc, voilà, c'est difficile de mesurer l'effet et l'impact, mais comme ça a été bien dit, de toute façon, on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, quelle est la stratégie qui consisterait à accepter ou à produire le fait qu'on devienne des gens accueillis avec des grands sourires et des grandes félicitations dans les médias? Bon, la seule stratégie qui permettrait d'amener ça, c'est de renoncer à changer le système. Bon, dans ce cas-là, on n'est plus ce qu'on est. Qu'à partir du moment... Moi, je pense qu'il vaut mieux que tout le monde se mette bien dans le crâne qu'à partir du moment, et d'un certain point de vue, c'est normal, tu veux changer le système, tu veux mettre un terme à la domination économique de quelques intérêts particuliers, évidemment, ils se défendent. Hein. Donc, ils se défendent avec leurs outils, et les médias en font partie. Mais du coup, ça fait parfaitement la transition, puisque... C'était pas préparé, je préviens. Non. On n'a pas préparé ensemble. Rien. C'est vraiment du stream, mais là, tout de suite, on n'est plus en stream. En gros, il s'est passé un truc. À un moment, on était en stream, ça a lagué parce qu'on a des problèmes de co. On est revenu en stream. Là, tout de suite, on est repu en stream. Je pense qu'on va retourner en stream. Dans tous les cas, on règle tout. De toute manière, c'est enregistré pour un différé. Ouais, et on rediffuse après. Mais j'espère qu'on va revenir. J'y crois. En tout cas, je suis ça de près et je vous informerai. Non, mais en tout cas, ça fait parfaitement la transition puisque malgré le bashing médiatique coutumier, on a quand même eu une belle année, je trouve. Enfin, sur le moment, moi, j'étais très faible, très fatiguée. Mais quand j'ai monté une petite vidéo pour me dire qu'est-ce qu'on a fait cette année, le rendu, la petite rétrospective me fait penser que c'était assez sympa quand même. Et du coup, là, la régie va lancer une petite vidéo et on va la regarder ensemble. C'est 1 minute de la fille. Jean-Luc est parti, on peut faire des bêtises. Résistants! Monsieur Delangu! C'est pour le Front Populaire ou le Front National? 20h et on découvre la nouvelle assemblée. Alors, les gens dans le stream disent « Je pense qu'ils font comme s'il ne se passait rien pour garder une rediff cohérente. » Eh bien, tout à fait, perspicace. On fait comme s'il ne se passait rien. Mais là, on est 521. Tout à l'heure, on est monté bien haut, mais je pense que c'est grâce à vous. On a perdu tout le monde parce que on n'était plus là. Non, c'est grâce à toi. Non, c'est grâce à vous. C'est vrai. Notamment vous trois. Et Mazouz nous a rejoint, histoire qu'on fasse un petit peu de concu aux streamers, parce que nous, tous les trois, on est sur TikTok. Manu aussi, sur TikTok, en fait, on est 4. Et voilà, il va nous faire une petite chronique après pour vous expliquer un peu ce qu'on fait aussi, nous, de notre côté. Et quand ça va, on le follow sur TikTok aussi, hein, donc ça va. Hein. Oui, il y a une petite concu, voilà. On n'est pas les TikTokers, on est solides. Donc, du coup, petite vidéo qu'on a regardée ensemble, rétrospective de l'année. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Manu, en tant que coordinateur du mouvement, ces images? Déjà, la vidéo, je sais pas. Je trouve qu'elle donne un peu la chair de poule sur certains passages. Après, c'était une année, honnêtement, c'est une année extraordinaire, de manière générale, en fait. On peut dire, avec ses aspects positifs et ses aspects négatifs. Mais elle est extraordinaire. C'est-à-dire, quand on est engagé politiquement, moi, je suis député depuis 3 ans. Je pense que c'est une année, d'un point de vue politique, que pas beaucoup de députés ont connu. Dans cette année, on a eu 4 premiers ministres, quand même, je rappelle. On a eu le vote une dissolution de l'Assemblée nationale. On a eu le vote d'une motion de censure. C'est la première fois depuis 1962.
globalement, cette année, elle a tous les qualificatifs de l'année extraordinaire. Ça a été aussi une année, chargée, je trouve, en moment de densité politique. Des fois, il y a des années où il ne se passe pas grand-chose, c'est pas des années électorales, il n'y a pas de grand mouvement social. On s'ennuie un peu pour les, comment on a appelé ça, les vulgarisateurs ou les commentateurs politiques. Là, honnêtement, on ne peut pas dire que vous vous êtes ennuyés. On a eu la campagne des élections européennes, la dissolution. Tout le monde a dit après la dissolution, oui, c'est le RN qui va gagner. Il y a eu une forte mobilisation extraordinaire, incroyable. Ça a produit la victoire du nouveau Front populaire, la défaite du Rassemblement national. Ensuite, le gouvernement... Déjà, juste ça, c'était dingue. Enfin, le NFP c'est ça qui m'a donné la chair de poule, moi. Le NFP parce en fait, l'image, parce que moi, en fait, je ne l'ai pas vécu, cette image de 20 heures. Vous voyez Et en fait, quand vous êtes... Parce qu'en fait, moi, on va sortir les trucs, mais en fait, il y a un embargo sur les sondages qui font qu'ils ne peuvent pas être publiés à partir de 20 heures. Mais quand vous êtes dans les équipes d'animation des campagnes, vous avez les infos quelques minutes avant. Donc moi, en fait, vers 19h20, 19h30, je sais à peu près quels vont être les résultats. Donc, je vis pas comme on vit à 20h, le truc tous ensemble, spectacle. Et je trouve cette image, moi, elle me donne la chair de poule. Je me mets à la place des gens qui devaient se dire, ils nous ont dit, il y a eu 27 sondages sur 27 qui nous ont dit que c'est le RN qui allait gagner. Et là, d'un seul coup, tu vois la barre et tu dis, ah, c'est pas le RN qui a gagné, c'est nous et tout. Je me dis, là, il y a dû avoir un truc de libération. D'ailleurs, on le sent dans les images. Je le trouve émouvant. Voilà, donc c'est une année dense et émouvante, je trouve. Bon, après, c'est pas qu'une année positive, il y a des choses positives, mais tout ce qu'on a dit sur ce qui se passe à Gaza est terrible. Le Rassemblement national, même si on a réussi à le battre, on voit bien qu'il a quand même gagné du terrain. Donc c'est aussi une année qui nous donne beaucoup de responsabilités, mais ça tombe bien, on est déterminés, on va pas lâcher l'affaire. C'est une année de transition un peu. Ouais, c'est une année de transition... Mais en même temps, transition, ça donne l'impression qu'on va vers un moment qui est différent. Et en même temps, on se dit, qu'est-ce qui va être différent au début de l'année 2025 qu'à la fin de l'année 2024 ? Franchement, il y a un gouvernement, là, Bayrou, et ça fait 3 jours, on a l'impression qu'il est déjà carbonisé, quoi. Excusez-moi, mais... Oui, puis les équilibres, fondamentalement, n'ont pas changé, même depuis la censure. Mais moi, je voudrais juste, si on peut, revenir sur 2-3 séquences marquantes de l'année, parce que, en fait, c'était trop dense, limite, pour qu'on arrive à avoir un peu de recul sur ce qui s'est passé. Moi, sur la liste des européennes, ce qui m'a le plus marqué, je pense, politiquement, déjà, en tant que militante citoyenne, c'est l'entrée sur notre liste de Rima Hassan. Je trouve que le symbole, il est assez fort, et on l'a vu après. Rima... avant son entrée sur la liste, c'était une activiste, une juriste, une militante, il n'y a aucun sujet là-dessus. Mais à partir du moment où elle rentre en politique, elle est capable, sur un tweet, de faire une manifestation, je crois que c'est à Boulogne, devant le siège de TF1. Enfin, il se passe un truc, un engouement sociétal, et je ne pense pas que ce soit juste autour de la cause qu'elle défend palestinienne, même si elle est très forte aussi pour ce qu'elle présente. Toi, tu as quelle analyse de ça ? En fait... Tu as raison, mais en fait, au-delà de... Après, je vais revenir sur Rima, mais en fait, ce que, à mon avis, les observatrices et les observateurs n'ont rien compris sur ce qui s'est passé dans cette campagne européenne autour de la situation à Gaza et de la situation en Palestine de manière générale. Quand j'entends, oui, la France insoumise, vous avez mis ce sujet au cœur de la campagne pour des raisons électorales, communautaires, vous avez entendu comme moi. En fait, ce que les gens n'ont pas compris, ces observateurs-là, et je pense qu'il y a des gens ici sur ce plateau mieux placés que moi pour en parler, mais en tout cas comme moi j'ai compris après ou pendant, c'est à quel point autour de la question palestinienne, en fait se matérialisait un vécu, des oppressions qu'on subit en France. Et qu'à travers cette question-là, c'est-à-dire ce que tu disais un peu tout à l'heure, les principes à géométrie variable, l'idée que les droits humains ne sont pas les mêmes en fonction de la couleur de peau, de la religion de la personne qui en est victime, qu'elles ne sont pas dénoncées de la même manière, fait qu'en fait, il y a plein de gens, et là, on ne parle pas, bien sûr qu'on le fait en solidarité avec la population palestinienne, mais il y a aussi plein de gens, françaises, français, qui, en quelque sorte, s'identifient à la figure et à la cause, mais à travers les oppressions qu'elle vit ici, pas uniquement en solidarité avec la population palestinienne. Et donc, tu as raison, la présence de Rima, l'identification qu'elle produisait dans le champ politique, en plus à travers une élection, franchement l'élection européenne, qui est généralement une élection dont
plus de la moitié de la population se fiche complètement. Il y a eu une forme d'entrée dans le jeu politique de toute une série de personnes qui disaient, de toute façon, c'est pas pour moi la politique de manière générale, et encore moins l'européenne. Alors je dis pas qu'une fois que ça a été fait une fois, c'est un problème résolu pour toujours. Clairement, c'est un travail qui est encore en cheminement. Mais moi, je trouve que tu as raison, ça a produit quelque chose d'extraordinairement puissant. Et Rima est devenue, dans cette campagne, bien sûr une figure de l'oppression du peuple palestinien, mais de manière plus générale aussi une figure de la représentation politique de toute une France qui ne se sent pas représentée dans les échéances électorales. Avec le poids aussi que ça a été pour elle, qu'il faut bien comprendre, la violence qu'elle a subie dans cette campagne. C'est difficile, vous vous retrouvez d'une personne qui avait... Je ne dis pas qu'elle n'était pas du tout connue, elle avait fait des choses, etc. Mais d'un seul coup, elle a été aussi propulsée comme, y compris un objet de polémique. Pardon, je dis objet, c'est pas moi. C'est comme ça qu'elle a été construite ou fabriquée par nos opposants politiques. Donc il faut dire aussi le courage qu'elle a eu. Moi, je pense que c'est important de le souligner, et le soutien qu'il faut lui apporter, parce qu'elle a subi des agressions d'une extrême violence. Mais je pense qu'il s'est produit quelque chose de fort autour de sa candidature. Moi, c'est comme ça que je l'analyse, en tout cas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est que, outre l'identification à la souffrance, il y a aussi une identification à la résistance et à la résilience. Le fait de voir Rima qui tient bon, qui tient tête, qui reste droite dans ses bottes, ça donne aussi ce sentiment même de dignité dans la résistance, même d'un point de vue déjà purement intime, et ensuite qu'on peut imaginer aussi d'un point de vue général à l'échelle de la population. Ça montre aussi l'image, par l'exemple, de à quoi ressemble une résistance digne à à l'esprit commun capitaliste, bourgeois, à la pensée dominante en fait. Mais alors, moi, déjà sur la Palestine, totalement, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, on ne peut pas comprendre l'engouement de la Palestine de la part, notamment dans les quartiers populaires, mais pas seulement, parce qu'il y a un discours qui m'énerve, on en a déjà parlé, c'est de faire croire qu'il n'y a que les quartiers qui sont attristés par ce qui se passe en Palestine, comme si les autres Français... Je veux dire, c'est une vision très... C'était un exemple que donnait Bertrand Badi, je me rappelle, à l'Institut La Boétie, où pendant les Gilets jaunes, il avait vu une dame blanche en gilet jaune avec un drapeau palestinien, qu'il était venu lui poser la question, en mode, mais si vous connaissez la Palestine, vous êtes... Elle dit non, mais on m'a dit que c'était un peuple qui avait besoin d'être libéré, du coup c'est ma lutte aussi. Mais les idéaux, une identification. Les idéaux universalistes, la solidarité internationale se retrouvent davantage dans les classes populaires qu'ailleurs. Mais aussi pour les habitants des quartiers, notamment plus grossièrement les Noirs et les Arabes, il y avait quelque chose sur lequel on se représentait sur la Palestine, parce qu'on comprenait que la manière dont on traitait la Palestine, et on le voit dans le discours médiatique avec tous les discours islamophobes, on le ressentait aussi avec la France. Il y avait des parallèles à se faire. Et il y a aussi... Malheureusement, c'est que le cas de la Palestine, on pourrait parler d'autres cas, mais pour beaucoup de gens, le cas de la Palestine, c'est le symbole de l'hypocrisie occidentale par rapport à l'ordre mondial, où là, on a un pays qui ne respecte rien, qui est en train de commettre un génocide, qui ne respecte pas le droit international, et pourtant les Occidentaux qui, d'un autre côté, pour des raisons légitimes, ont tout de suite sanctionné la Russie, ne font rien par rapport à Israël. Donc il y a vraiment cette matérialisation-là de la domination occidentale de la manière la plus parfaite. Et pour revenir sur Rima Hassan, donc ça a été un symbole super important, mais je trouve qu'il y en a aussi eu sur les législatives. Il y a eu Amel Bentounsi qui avait été proposé pour être élu. Amel Bentounsi, grande figure sur les violences policières. Rachel Keke qui malheureusement aussi a perdu. Raphaël Arnaud, donc il y a aussi la question de l'antifascisme. Donc du point de vue électoral, il y a quand même eu des signaux forts qui ont été envoyés de la part de la France Insoumise. Mais ça, c'est quelque chose que j'arrête pas de rappeler parce que je ne suis pas membre de la France Insoumise. Ce résultat-là, il est aussi dû aux mouvements sociaux qui ont poussé, qui ont fait que le terrain soit possible pour ce genre de nomination. Évidemment, et après, nous disons, d'abord, il y en a qui ont perdu, mais j'espère bien qu'ils vont gagner la prochaine fois. Parce que Rachel, on veut la voir avec nous à l'Assemblée. Et par ailleurs, il faut aussi prendre, je le dis franchement et humblement, parce qu'on discute, il faut aussi prendre ce sujet avec humilité. C'est-à-dire que oui, il y a des choses importantes qui ont été faites, mais disons la vérité, on est loin du but. Du but sur tous les aspects, c'est-à-dire d'avoir une représentativité politique qui soit effectivement à l'image de la population. Donc il y a encore beaucoup de travail sur ce sujet. Moi, je ne veux pas donner l'impression que... Et je pense que ce serait terrible, en fait, de devenir un peu contre-productif en renvoyant certaines candidatures qui avaient, je veux quand même le rappeler, toute leur légitimité à être candidat, soit sur la liste européenne, soit sur la liste législative, en les réduisant en quelque sorte au statut de symbole. Ce n'est pas du tout ce que tu as fait, que les choses soient claires, mais je pense faire attention
attention aussi avec ça. C'est un chemin et il y a encore beaucoup de travail sur ce chemin et j'espère qu'aux prochaines élections, on va pouvoir continuer à franchir des étapes sur ce chemin. En tout cas, moi, je suis dans cet état d'esprit-là, avec toutes les difficultés que ça pose aussi. C'est comment vous arrivez dans vos formations politiques de manière générale, et je pense que la France Insoumise est peut-être la plus avancée sur le sujet, mais ça ne veut pas dire qu'elle est au bout du chemin. Comment vous faites en sorte aussi d'avoir une base militante, une base engagée qui soit aussi à l'image de la population, parce que généralement les candidats c'est aussi une représentation de votre base militante. Donc je trouve qu'on a bien avancé cette année sur ce sujet, mais je pense qu'il faut être conscient du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à mener. En tout cas, on a bien l'intention de mener. Par exemple, voilà. Mais c'est vite en plus. Le sujet, c'est pas de la délégation, c'est ça que je veux dire. C'est pas de la délégation de pouvoir. C'est pas on va dans les quartiers populaires et ah tiens, il y a telle personne. Le sujet. Mais ça c'est les questions peut-être qu'on aurait abordées après. Non, mais je suis d'accord. Trop en mais avance. il y a aussi, en fait, c'est moi qui vais défendre la France Insoumise, le truc est bizarre. Non, mais en fait, il y a aussi, on juge aussi par rapport au contexte et le contexte en dehors. Alors nous, de la France Insoumise ou de l'extrême gauche, le contexte il est déprimant. Il est déprimant même à l'égard d'autres organisations politiques sur les questions de l'islamophobie, sur les questions des violences policières. Et au-delà de la gauche, le contexte hégémonique actuel, il est déprimant, qui fait que aussi nos jugements par rapport à un parti se fait pas seulement sur les actions du parti, mais aussi sur l'ensemble. L'environnement global. Voilà. Alors après, attention là-dessus, parce que on entend beaucoup. Là, je fais un peu de pub aussi, je renvoie aux travaux de l'Institut Labo ici sur la droitisation de la société. Je dis ça parce qu'on entend beaucoup dire l'état idéologique, l'état de la bataille idéologique, il est dur pour nous et tout. Moi, je pense qu'il faut quand même faire la distinction entre l'état, le rapport de force dans le paysage médiatique et le rapport de force dans le pays lui-même. Parce que le rapport de force dans le paysage médiatique, c'est une déformation du rapport de force dans le pays lui-même. Et je renvoie au bouquin qui a été fait, c'est Vincent Tibéry, ils ont fait une conférence, l'Institut Labo ici là-dessus, où quand tu prends sur des dizaines d'années les évolutions dans la population française d'un certain nombre d'indicateurs, le rapport à l'autre, etc., tu vois pas une société qui se radicalise sur le racisme, etc. Attention, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de racisme dans notre société. Hein. Je suis en train de dire que moi, j'adhère pas au discours général sur le fait que le pays serait en train de se droitiser, qu'on serait un petit village de Gaulois, etc. Je ne crois pas du tout ça. Je crois qu'il y a des ressources dans le peuple pour un discours de fraternité, de solidarité, d'égalité. Après, il faut les activer. Si tu ne les actives pas, si tu as peur de tes positions, si tu cours derrière les positions des autres, et ça c'est ce qui se passe dans le champ politique aujourd'hui, tu refuses de dénoncer tel ou tel sujet parce que tu penses que dans le discours médiatique tu vas être isolé sur ce sujet. En fait, si tu positionnes ta politique, pardon je suis long mais je m'arrête là, si tu positionnes ta politique en fonction du centre de gravité du paysage médiatique, mais tu te trompes parce que le paysage médiatique c'est pas le pays, c'est pas le peuple. Ça c'est ça, sans doute la différence entre la France Insoumise et toutes les formations politiques. Nous on a décidé qu'on s'en foutait du candidaton médiatique et qu'on essayait de positionner par rapport à ce que pense le peuple, pas ce que pense le paysage médiatique. Et le traitement médiatique, il influence. Il influence, voilà. Mais il n'est pas non plus. Les Français ne sont pas plus imperméables au traitement médiatique. Mais si c'était vraiment. Il y avait une influence certaine, il y aurait 90% FN. Parce que quand tu vois la manière dont. Il y aurait 0% France Insoumise. Voilà, c'est ça. Donc il y a vraiment une différence entre les deux, bien sûr. Vous sentez une difficulté à faire passer vos idées ou pas? Ça dépend auprès de qui. En fait, je ne veux pas faire des caricatures à mon tour, mais en vrai, tu vois que les catégories de population, les catégories sociales, elles influencent beaucoup sur le niveau de perméabilité au discours médiatique dominant. Et contrairement à ce que les gens pensent, contrairement parfois à ce qu'on entend, ce n'est pas les catégories populaires qui sont les plus perméables au discours médiatique dominant. Hein. Parce qu'en fait, les catégories populaires, il y en a qui le sont dans le pays de manière générale. Ça dépend des gens, mais c'est une bataille. Hein. Gramsci dit les victoires culturelles précèdent les victoires politiques. Donc la bataille politique, elle se mène sur le terrain médiatique, sur le terrain de l'opinion. Et il faut gagner des batailles culturelles pour gagner des batailles politiques. J'ai la sensation en tout cas qu'il y a une proportion de la population qui, elle, est dégoûtée, et ça c'est sûr, peut-être plus âgée, et qu'il y a une proportion qui se sent illégitime. Et que c'est peut-être ça qu'il faut aller aussi peut-être creuser, notamment dans les quartiers populaires, les racisés, illégitimes parce que manque de représentativité, parce que de toute façon, ils nous écoutent pas, ces gens ne parlent pas comme nous, ces gens n'écoutent pas ce qu'on C'est vrai. a dit. Et d'autant que ce sentiment d'illégitimité ou alors de dégoût, il est extrêmement matériel. Et d'ailleurs, c'est notamment quelque chose qui est montré dans le travail de l'Institut Labo ici, auquel j'ai aussi contribué, mais sur un autre sujet. C'est que
à proprement parler, vraiment, petite pub, la progression vraiment du néolibéralisme en détruisant les cadres de vie collective, la condition d'organisation collective par le syndicalisme, par le monde associatif, etc., par la promotion de la promesse un petit peu individualiste du petit pavillon pour fuir un petit peu les cités ouvrières, etc. En fait, toutes ces structures-là ont créé aussi des sentiments d'éloignement du politique parce que tout simplement, tu t'éloignes des structures collectives. Et en fait, c'est très concrètement ces structures-là il y a une tâche immense de les reconstruire. Et donc, il y a aussi un aspect, en fait, dans cette désaffection un petit peu vis-à-vis de la politique qui ne se résume pas uniquement à un discours. Et c'est là, je pense qu'on touche aussi un petit peu au nœud même des débats sur les priorités électorales. C'est qu'en fait, parfois, le discours est un petit peu vain face aux réalités concrètes matérielles, quoi. Exact. Mais d'un côté, il y a ce sentiment d'illégitimité qui fait que certaines catégories de la population vont rester éloignées des urnes. Mais de l'autre, j'ai le sentiment que quand il y a urgence, les personnes se déplacent. Et on l'a vu avec la dissolution de l'Assemblée nationale, en fait. Moi, j'habite à Grigny. D'habitude, c'est 80% d'abstention. Quand j'allais voter, il y avait la queue. Il y avait la queue devant le bureau de vote. Je me suis dit, mais en fait, les gens saisissent l'enjeu. Et c'est juste... Il y a du dégoût, il y a de la fatigue, mais quand on voit qu'il y a urgence, on arrive à se mobiliser et on arrive à faire le taf, quoi. Donc il faut que nous, en tant que militants politiques, on arrive à faire perdurer ça, alors que malheureusement, quand il y a une pratique du pouvoir qui est antidémocratique, quand on voit que Macron ne respecte pas le résultat des urnes, on se dit qu'on a 2 fois plus de travail ensuite à faire pour récupérer ces gens-là qui sont dégoûtés, mais on est déter, quoi. Mais le dégoût, la résignation, c'est... Tu me dis s'il faut aller plus vite, mais c'est... Moi, voilà, je suis discipliné. En fait, regarde, prends juste un schéma simple. Ceux qui dirigent, la minorité qui profite du système tel qu'il est aujourd'hui, elle est minoritaire. C'est quelques mains très réduites. Dans une démocratie, il ne faut pas être minoritaire. Bon, donc pour garantir ta domination, tu dois faire en sorte que cette minorité devienne majoritaire au moment des élections. Quels sont ses outils pour devenir majoritaire ? C'est celle qu'elle déploie. Semer de la résignation, du dégoût, dire c'est tous pareil, ça sert à rien, vous n'allez pas y arriver. Donc tu démobilises les gens. Ensuite, tu les fractures entre eux. Alors on va opposer en fonction de la couleur de peau, en fonction de la religion. Et ils sont malins. Attention, ils ont une stratégie de domination. La stratégie de domination, elle a toujours été la même. Décourager les catégories populaires, essayer de s'en rallier une partie. Et pour s'en rallier une partie, il faut provoquer et produire un autre ennemi. Et cet autre ennemi, vous le trouvez sur la base de la couleur de peau, de la religion, en disant « Ah, si vous êtes oppressé par le système, c'est à cause des autres là-bas. » Alors que si vous êtes oppressé par le système, c'est pas à cause de votre voisin parce qu'il n'a pas la même couleur de peau, la même religion, c'est par le système lui-même. Donc je veux dire, c'est un système de domination qui est installé, qui s'appuie sur des principes de base qui ont toujours été mis en place. Après, la question, c'est comment nous, on arrive à lutter contre ça. Toute notre stratégie politique, c'est de lutter contre ça. Et lutter contre ça, c'est lutter contre cette résignation, valoriser les victoires, favoriser l'identification, c'est vrai. Et l'identification, elle n'est pas que couleur de peau ou religion, elle est aussi sociale. Et de la même manière que les discriminations se superposent, les déficits de représentation se superposent. Donc vous devez essayer de répondre à tout ça. Bref, on pourrait discuter longtemps de ce sujet. On va en discuter encore un petit peu après quand même. L'idée, c'est d'échanger. Mais en fait, Suline, tu me faisais ma transition parfaite. Et je suis revenu clac. Mais je vais quand même... La dissolution de l'Assemblée nationale, il y a eu une forte mobilisation à ce moment-là. Oui, c'est ça. Et du coup, on s'est mobilisé, entre autres, sur TikTok. Ouais. Et là, c'est là qu'on intervient. Et du coup... J'avais presque oublié. En plus, tu pouvais parler. D'ailleurs, il te faut un micro. Tu pouvais parler en plus. En réalité, donc oui, quand il y a un réel enjeu, et là, ça s'est vu, du coup, dissolution, RN aux portes du pouvoir. Là, on s'est tous chauffés. Et d'ailleurs, des gens sortis un peu de nulle part, qui n'avaient jamais parlé de politique avant, en ont parlé. Et d'ailleurs, ça s'est vu sur les réseaux, notamment sur notre réseau, chez nous, sur TikTok. Et donc, petit rappel un peu de notre année sur TikTok par Mazouz. Mazouz, comme ça se prononce sur TikTok. Et tu peux y aller, tu peux nous faire ton petit rapport. Écoutez déjà, bonjour à tous et à toutes.
Bonjour. Je suis pas trop chez moi ici, je suis plus sur TikTok que sur Twitch. Mais aujourd'hui, on m'a appelé pour faire une chronique et je me suis dit, si c'est pour la dernière de la base de 2024, ça serait pas mal de faire un petit récap de ce qui s'est passé sur TikTok cette année. Puis on m'a dit qu'avec des streamers. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas montrer aux streamers que sur TikTok, il se passe aussi des choses et que c'est chez nous le futur du néo-militantisme. Mais ils ont l'âge de voter sur TikTok? Oui. Attends, on va passer ton magnéto du coup. C'est mieux de passer le magnéto. Déjà on va passer un magnéto pour que tu comprennes un peu où ça va chez nous. Parce que les nôtres vont voter dans pas longtemps. Il a pas laissé. On prépare l'avenir. Du coup, on laisse on va le lancer très bientôt. Il paraît que c'est de ma faute. Je n'y suis rigoureusement pour rien. J'ai le dos large, mais faut pas charrier. C'est quoi la minute étudiante? On vous laisse 1 minute de vidéo où il n'y a rien. Philippine avait 19 ans. Jordan, où étais-tu pour Kalma, pour Amandine, pour Laïa? Où étais-tu pour ces 104 autres femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans notre pays? Partager l'histoire de Mohamed Habib. C'est un Palestinien gazaoui de 24 ans qui vit actuellement dans le nord de Gaza et qui cherche à évacuer Gaza avec toute sa famille. Avoir cours le samedi, finir à 19h10, avoir que 30 minutes pour manger l'après-midi, ça c'est plus possible. Bonjour les collégiens, bonjour les lycéens. J'avais promis que je vous tiendrai au courant par rapport à la pétition des 300 000 sur la question des emplois du temps surchargés. Finito. Donc voilà, vous l'avez peut-être un peu vu, TikTok c'est un peu le réseau social ghetto de tous les réseaux sociaux. On a des danses hasardeuses, on a des playbacks un peu douteux, on a Valérie Pécresse qui s'embrouille avec Beyoncé. Voilà, qu'est-ce qu'elle foutait là? Ah oui. Voilà. On est quand même sur ça, on a surtout le gars du ghetto Bardella qui se fait reprendre par tous les jeunes à chaque fois qu'il fait une récupération politique. Et d'ailleurs Bardella, il y a une vidéo à 1,8 million sur mon compte qui attend une réponse sur le droit des femmes. Ne viens pas nous dire que c'est parce que tu as trop de travail. On a vu ta fiche de présence, elle ressemble plus à ma fiche de présence pendant le Covid qu'un député qui est censé travailler. Mais surtout, moi ce que j'aime avec cette application, c'est qu'elle est un peu à l'image de notre jeunesse. C'est une application qu'on a souvent méprisée, qu'on a souvent ridiculisée et à qui on a souvent attribué des clichés. Mais la Gen Z, elle est passée par là. Et la Gen Z, elle a fait quoi? Elle a révolutionné ça en outil pour faire valoir ce qu'on a à dire. Et TikTok, cette année, ça a été 300 000 jeunes, lycéens, lycéennes, collégiens, collégiennes, qui ont fait une pétition pour réformer un peu l'emploi du temps scolaire qui n'est plus adapté à notre mode de vie actuel. Et 300 000 personnes qui s'unissent dans la jeunesse, c'est un des plus gros mouvements de jeunes qu'on a eu ces derniers temps. Et c'est surtout que cette application nous a montré que les jeunes ont été capables de venir se structurer, de venir comprendre le problème, de venir apporter une alternative parce que des plans ont été faits et surtout de venir frapper fort parce que le gouvernement a entendu nos revendications. Bon, il les a pas passé à l'action, mais il nous a entendus. Et aussi, cette année, on a eu le droit au fait que TikTok a franchi un peu les murs et les frontières de sa propre application. Notamment, cette année, on a été plusieurs créateurs et créatrices de contenu à s'unir à un moment donné pendant la campagne et pendant ce qui se passait à Gaza pour dire comment faire pour sensibiliser les jeunes au génocide qui est en cours. Et on a lancé cette fameuse photo de profil Stop Génocide que peut-être vous avez vue et qui s'est retrouvée en très peu de temps partout, sur Facebook, sur Twitter et même en photo de profil de Rima Hassan. Et là, je pense que ça a montré... Medine aussi. Et là, je pense que ça a montré qu'on a dépassé les frontières de TikTok. Ah, c'est même TikTok ça. Ça vient de TikTok et ça vient de créateurs et créatrices de contenu TikTok. T'es en photo de profil et tout. Exactement. Donc on a réussi quand même à faire pas mal de choses. C'est un TikToker qui s'ignore, t'as vu. Mais en plus, t'es sur TikTok. Ouais, je suis sur TikTok. Mais il faut être plus actif. Là-bas, c'est la vraie guerre. On a les fachos. Hein. On s'embrouille. C'est vrai qu'ils sont nombreux là-bas. Non, mais là-bas. Bardella, je crois que c'est Bardella qui est le plus suivi en France, il me semble. Ça joue entre Bardella et Jean-Luc, je crois. Hein. Oui. Je crois que c'est Jean-Luc, c'est 2 millions. Ils avaient fait un classement et ouais, c'est vrai qu'ils sont. Et Bardella, je crois. Mais en tout cas, le compte Jeunes Insoumis, c'est le plus gros compte politique de jeunesse sur TikTok. Okay. Les autres, ils sont loin derrière. Bon, les macronistes, ils n'existent pas. Ils sont plus jeunes. Et les RN, ils savent rien faire. Donc, c'est pas compliqué. Mais TikTok, c'est aussi une application où la jeunesse, elle a su montrer qui elle était. C'est-à-dire qu'on a eu le droit, par exemple, aux cagnottes de Gaza. On a su s'indigner et faire en sorte d'aider les gens qu'on pouvait aider grâce à TikTok. Et il y a eu aussi la minute étudiante. Pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe sur TikTok, quand on a 10 000 abonnés, qu'on fait une vidéo de plus d'1 minute, on est rémunéré. Du coup, on a trouvé le stratagème de, vu que l'État ne nous aide pas,
on va s'auto-aider. Donc chacun faisait une vidéo d'1 minute où il disait voilà, j'arrive plus à payer à manger, j'arrive plus à payer mon loyer, j'arrive plus à payer mes factures. Et on regardait tous, on republiait, on repartageait. Et les gens avaient des sous qui rentraient pour arrondir un peu les fins de mois. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une nouvelle solidarité, c'est la solidarité 2.0, la solidarité Gen Z et la solidarité TikTok. En tout cas, TikTok a montré que ce n'était plus un réseau social comme les autres. Ce n'est pas une trend éphémère de 24 heures. C'est vraiment un centre de débat. C'est des sujets qu'on va traiter et qui vont rester dans le temps, qui vont perdurer et où on fait valoir nos injustices. Alors oui, TikTok, c'est des danses, c'est des trends, on l'a dit tout à l'heure. C'est des tutos make-up parfois improbables. On a Morgan Make-up. Je pense que vous ne l'avez pas chez vous. Mais c'est aussi du militantisme. Un militantisme à notre image, un peu drôle, un peu chaotique parfois, mais un militantisme qui bouge, qui sait où il va et qui sait faire valoir nos revendications. Alors peut-être que ça va pas plaire à certains, mais il va falloir s'y faire parce qu'un grand homme nous a dit de faire mieux et on compte bien faire mieux et on compte faire bouger les choses. Et il y a quelqu'un qui est allé checker et qui a dit qu'effectivement Jean-Luc était devant Bardella sur TikTok. Et voilà. Donc, si on a Jean-Luc devant Bardella et le compte des jeunes insoumis devant les RNJ, je pense qu'on est un peu monopolisé. Et qu'on a repeint de photos de profil absolument toute l'application. On a surtout envoyé les autres. On a envoyé les gens avec la photo de profil sous les commentaires de Macron et Gabriel Attal. Pour le forcer à répondre. Et ils ont eu 10 000 commentaires sur chaque vidéo. Et je pense que ça, c'était incroyable. Mais moi, la question que je me posais, c'est qu'est-ce que vous en pensez, vous, les streamers du militantisme sur TikTok? Et est-ce que vous avez une forme de mépris pour ça ou vous comprenez? Mais moi, je me sens un peu insulté. Je suis un gros consommateur de TikTok. Mais moi aussi, en plus. Moi aussi. Je publie aussi sur TikTok. Alors, j'ai pas trop une timeline où je vois que des vidéos de militantisme. Dans militantisme, mais moi je publie par exemple la grosse vidéo qui avait marché sur le compte TikTok, c'est quand il y avait le fameux clash avec toi, Manuel Bompard, sur Bardella, sur TF1. Et la vidéo elle est montée à, je crois, 8 millions de vues. Je me suis dit, oh, attends, mais c'est un truc de fou quand même. Et à ce moment-là, l'algorithme fait son travail. Et là, je vois des TikTok de, par exemple, Glupatat qui s'appelle, qui montent aussi des moments de la télévision où il y a des mecs de gauche qui vont mettre sa petite punchline et ça va être sucré, on va bien aimer ça, on va consommer. Et tu vois quasiment que des édits. Des édits. Par exemple aussi avec Clémence Guettet, avec Louis Boyard, avec les petits cœurs, les petits filtres et tout. C'est aussi une forme de militantisme en soi. Ouais, mais en plus, moi, je consomme énormément. Après, bon, j'ai un algorithme très anglo-saxon à la fois sur YouTube et sur TikTok. Donc, j'ai aussi beaucoup de contenu là. Mais ce qui me surprend énormément, enfin, ce qui me surprend, non pas tant que ça, parce que j'ai grandi avec je suis né 98 quand même, je suis jeune. mais c'est aussi le fait que, très vite, TikTok, c'est un mode, ils font des danses et des trends bizarres, etc. Mais en fait, moi, j'avais très vite sur mon fil d'actu TikTok, des gens qui te parlent d'un sujet de fond. Genre des gens qui sont experts dans certains sujets et puis qui vont parler. Et en fait, quand tu regardes les vues, bon alors forcément, dans le monde anglo-saxon, tu as beaucoup plus de monde qui comprennent l'anglais, donc forcément les chiffres sont pas les mêmes. Mais tu avais quand même énormément de chiffres sur des gens qui expliquaient des trucs qui paraissent quand même un petit peu rébarbatifs. Alors il y a le petit bouton x2 pour aller plus vite. Magique. Mais moi je regarde tout comme ça maintenant. mais en fait, il faut mettre x4. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, le plus jeune macroniste, c'est Bayrou, genre. Ouais. Et en fait, je ris toute seule. Voilà. x4, sinon. Non, mais en fait, c'est que outre la capacité à mobiliser une large masse de personnes, c'est aussi un outil de politisation, même sur le fond, qui est ultra importante. Et notamment récemment, donc avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec l'assassinat du patron de United Healthcare. Alors, il y a forcément les trends avec des petits cœurs, etc. Mais aussi plein de personnes qui en profitaient pour dire voilà le fonctionnement concret du système de santé, voilà tel et tel truc. Et en fait, c'était vraiment un moment où à la fois, tu avais des gens qui suivaient un petit peu comme une espèce de série Netflix en mode oh là là, peut-être qu'en fait, qui faisaient des théories un petit peu sur la comète, sur qui était ce mec-là, et d'autres qui du coup, en fait, comme tu étais dans l'algorithme où tu t'intéressais à ça, tu tombais aussi sur des vidéos qui t'expliquaient concrètement, voilà, le système de santé il fonctionne comme ça, faudrait le réformer, etc. Et donc je trouve que moi j'adore TikTok. Mais en plus, non, vas-y. Il me semble que Jean-Luc, il avait comparé les TikTok à des tracts. Et je trouve que c'est ultra pertinent quand on fait du contenu politique, la rapidité avec laquelle ça peut toucher un maximum de personnes, un grand nombre de personnes. Et on se rend compte que des fois, un TikTok, c'est l'équivalent de, 5 porte-à-porte.
On est des groupes d'action virtuels. C'est ça, c'est des groupes d'action virtuels. Quand on voit qu'il y a des 10K, des 20K, des fois des millions de vues sur un TikTok où on a du contenu politique, on essaye de convaincre des personnes, que derrière on a la possibilité de répondre en commentaire, de faire des lives aussi sur TikTok, même de débattre avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, et que par ce biais-là, on arrive à engager plus de personnes, on se rend compte à quel point les réseaux sociaux sont un outil important. T'es un boomer, tu regardes pas TikTok, toi? Non, mais TikTok, c'est la Chine, non? C'est validé. Alors, je rigole. Au-delà du roleplay, mais moi, ce que je trouve intéressant, non, parce que je regarde pas TikTok, mais mon truc, c'est surtout des animaux, moi, sur TikTok. Des chats. Des chats, Parce des que je chiens. regarde, ouais. Non, mais par contre, moi, après, je regarde pas, mais je suis pas méprisant comme sont certains, notamment parce que ce serait un truc abrutissant et tout. Déjà, pour moi, le format court, il peut être intéressant. Parfois, ça dépend des consommations. Parfois, juste un petit truc de quelques secondes, ça n'empêche pas que d'autres fois, tu vas aller regarder une vidéo plus longue d'un truc qui est expliqué. Mais aussi, surtout, ce qui est intéressant à voir, c'est que, en fait, c'est intéressant de voir qui est le producteur et comment il produit quelque chose, mais aussi de voir le consommateur. Et en fait, ce que montrent les études qui s'intéressent au consommateur, c'est que le consommateur, il n'est pas inactif devant un produit. Il y a aussi une manière de récupérer ce produit et de le pervertir, entre guillemets. Et on le voit sur TikTok. On l'avait vu aussi quand il y avait de la censure dans certains pays, dont notamment la Chine, il me semble. Mais même... Il y avait des influenceurs qui faisaient semblant de faire des tutos maquillage, tout en parlant de politique et tout. Donc c'est intéressant de voir comment les gens arrivent à se saisir d'un outil qui n'est pas pensé pour ça, pour le pervertir pour des aspects politiques. Par contre, il y a un truc sur lequel je ne suis pas d'accord. Oula. TikTok, c'est pas la rue, c'est Snap. Oui, c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. Désolé, vraiment, le truc le plus ghetto, c'est Snap. Le FC Snap. Je suis d'accord. FC Snap, oh my god. Non, mais là-dedans, il est pas mal. Non, mais c'est vrai que sur le thème de la censure, il y a des trucs que je trouve fascinants dans les usages de la plateforme. C'est qu'en effet, tu as pas mal de termes qui sont censurés, notamment, moi j'ai beaucoup de contenu LGBT, et bon, forcément, c'est souvent flag en mode c'est pas pour les annonceurs, c'est pas family friendly, quoi. Et en fait, des gens qui ont en fait pris l'habitude, du coup, d'utiliser des termes parallèles, même quand on parle de meurtre, on dit ôter la vie, etc. Enfin, on utilise un petit peu des mots pour contourner un petit peu la censure. Pastèque pour Palestine. Ouais, pastèque pour Palestine, Pastèque, etc. ouais. Et je trouve que ça montre justement que ça crée aussi tout un langage parallèle et toute une connaissance en fait de la résistance. Et en fait, même dans des pays qui sont assez contrôlés avec une censure politique, tu as cette culture qui se met en place aussi d'un double. Moi, c'est un truc que j'avais étudié sur Cuba, où en fait, ils ont tout un langage parallèle, un argot, qui veut dire autre. En fait, quasiment tous leurs mots ont des doubles sens en fait en cubain. Et en fait, c'est une façon dont tu t'adaptes en fait, et dont tu contournes, et donc tu crées des poches de résistance là où normalement c'est impossible. Et je voulais aussi aller sur un autre truc là-dessus, sur la censure. C'est que, rappelle que quand il y a eu les débuts des émeutes en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, la France a fermé TikTok là-bas. Parce qu'en fait, c'était précisément par là que les vidéos arrivaient, et même parfois arrivaient dans les médias. Et en ce moment, aux États-Unis, je crois que ça va arriver bientôt dans la Cour suprême, je crois, ils essayent aussi de faire interdire TikTok. Alors, officiellement, parce que ça appartient à la Chine et que la Chine peut faire n'importe quoi avec les données des États-Unis, mais bon, Facebook le fait aussi. Oui, mais c'est américain. Oui, ben voilà. mais en réalité, parce que c'est aussi, il y a une angoisse avec ce qui s'est passé vis-à-vis de la Palestine et l'engouement qu'il y a eu sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a un petit peu une angoisse en fait vis-à-vis de la façon dont cette nouvelle un petit peu Eldorado de réseaux sociaux échappe au pouvoir. Quoi. Moi, je suis d'accord avec Suline. C'est que aussi, il faut prendre en compte que TikTok, ça touche notre génération qui, parfois, on va donner des tracts à des gens de notre âge, ils vont pas les regarder, alors qu'en TikTok, ils vont être plus à même à les écouter et à les comprendre qu'en tract. Et puis même, on est une génération qui ne regarde pas la télé. Oui. Donc, les informations, on les a pas comme les autres générations. Et on a vu, nous, avec les groupes de créateurs, c'est qu'on a réussi parfois à influencer les tendances et à influencer les sujets chez les jeunes. Parce que si on se met à plusieurs à tous parler avec des plus ou moins gros comptes, on parle tous de la même chose, le même jour, à la même heure, tout le monde voit le même truc, tout le monde réagit sur ça, et donc ça monte en tendance, et tout le monde se saisit de ce sujet-là. Donc nous aussi, on a cette capacité à être une espèce une alternative aux médias traditionnels. Cela dit, là-dessus, j'aimerais quand même mettre un petit bémol et un petit danger. Déjà, on ne regarde pas la télé, nous aussi. Mais c'est que, en fait, comme à chaque fois quand il y a ce genre de dynamique sur des réseaux sociaux et de nouveaux usages, forcément c'est l'usage organique qui est prioritaire. Et ensuite, très vite, les officines de désinformation comprennent comment ça fonctionne et savent comment s'adapter à ça. Donc il y a aussi un risque en ce moment, et d'ailleurs ça commence à se voir un petit peu, notamment aux États-Unis, que il y a ces façons en fait dont on a pu se saisir en tant que militant commencent à être progressivement récupérées. Et en fait,
la question, c'est comment est-ce qu'on reste, parce qu'en vrai, c'est pour ça que la question de génération est posée, en fait, c'est comment on reste toujours à l'affût des nouveaux usages et des nouveaux déplacements, en fait, de la liberté de la parole politique, et comment on reste jamais en mode, c'est comme ça qu'on fonctionne, et c'est notre réseau social. Enfin voilà, il y a toujours une mouvance, en fait. C'est ce qu'on fait à chaque fois, on se remet en question et on réfléchit, nous, comment on peut noyauter la chose. Et comment on peut rester dominant sur ça. Bon, pour le moment, les fachos sont très loin derrière, je pense pas compris comment ça a fonctionné, mais nous on travaille sur ça en permanence. Comment ils comptent la sécurité tout le temps, dès qu'il y a un nouveau protocole, tu comptes. C'est ça. Moi je pense que, alors que pourtant vous êtes un peu plus âgés que nous, mais je pense que l'avenir c'est chez vous et pas chez nous, mais c'est pas grave. C'est chez nous, c'est quoi? C'est Twitch. Je pense que c'est vous à la fin. Moi, je trouve pourquoi tu opposes les deux? Parce que c'est un format très court, un format très long. Je trouve que les deux. Pour moi, il y a moi, je parle avec les catégories d'encore plus vieux, mais en fait, le principe de base, c'est tout espace dans lequel il y a de l'interaction entre des individus est un espace dans lequel tu peux faire de la politique, et avec les formats qui sont imposés par la plateforme. Donc, si TikTok c'est le tract, Twitch c'est la réunion publique, tu vois. Ouais, le parallèle il est dingue, c'est ça. Je le vois exactement comme ça. Donc, pour moi, c'était. Et chaque format, chaque réseau, il va t'offrir des opportunités. Pardon, moi je le vois, moi avec mon usage qui n'est pas bien évidemment pas aussi poussé que le vôtre, mais c'est que moi je vois bien que les contenus que je vais faire, je ne vais pas produire les mêmes contenus pour tel usage, pour tel réseau que pour tel réseau. Et quand je vais écrire, parce que dans une campagne présidentielle, quand je vais écrire un tract, je vais pas envoyer le contenu de la même manière que quand je vais prendre la parole dans une réunion publique. En fait, c'est juste des outils supplémentaires dans lesquels vous pouvez faire de la politique. Et comme ce que tu as dit est vrai sur le fait que tout ça évolue très vite, après je m'arrête là, mais moi je pense que dans la bataille politique, parce que la politique c'est une compétition entre des formations politiques qui défendent des programmes différents, avoir une avance technologique c'est déterminant. Avoir une avance sur les outils c'est déterminant. Tu dis le RN sur TikTok on est en avance, mais il y a deux formations politiques dans ce pays qui ont toujours eu une réflexion et essayé d'anticiper les évolutions, les mutations technologiques, c'est nous et le RN. C'est ça, ouais. Franchement le RN, c'est vrai. C'est pas pour leur, je suis pas du genre à leur tresser des lauriers, mais la vérité c'est que ils ont été très vite sur une stratégie numérique, ils ont fait les trucs, les médias F2 souche, etc. Tout ça a été pensé par eux. Ils ont bénéficié aussi de pas mal d'influenceurs d'extrême droite. Et surtout d'influenceurs décentralisés qui n'étaient pas affiliés au parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est work in progress, réflexion. Mais nous, on a toujours essayé de penser la France Insoumise comme étant un mouvement qui n'était pas un mouvement politique traditionnel. Et par exemple, souvent, il y avait des militants plus classiques qui étaient là depuis longtemps, qui avaient fait plein de partis et tout, qui disaient « Pour être un vrai militant à la France Insoumise, tu dois être dans ton groupe d'action. Ouais. » Et moi, j'ai toujours dit « Évidemment, c'est bien s'il y a des militants sur les groupes d'action, c'est les groupes qui organisent des actions, qui vont faire les tracts. » Ils disaient « Mais il y a d'autres formes de militantisme possibles. Et pourquoi le militantisme numérique il serait hiérarchiquement plus bas que le militantisme de terrain. Pour quelle raison ? Sur la base de quoi d'autre que nos habitudes ? Donc je trouve qu'à la France Insoumise, on devrait pousser la réflexion, c'est pour ouvrir des sujets de réflexion de chacun, à comment, dans le fonctionnement du mouvement, dans son organisation, comment le militantisme numérique, il est valorisé au même titre que le militantisme de terrain. Brainstorm, là, tout de suite, ça veut pas dire, ça veut pas dire qu'il est plus important. Je suis pas en train de dire qu'il est plus important, que les choses soient claires, mais c'est une forme de militantisme au même titre que les autres. Vous avez de l'avance en plus par rapport à d'autres partis, même au sein du NFP. Par exemple, le Parti Socialiste, j'ai jamais vu encore un stream de Twitch du PS. Si Valo, il avait fait des streams. Boris Valo. TikTok, c'est limité dans le temps, c'est ça ? TikTok, je sais pas si c'est pas limité dans le temps. C'est limité les vidéos sur TikTok dans le temps ou pas ? Non. Alors, t'as des streams TikTok qui existent ? Non, on regarde tout. Ah, on stream, mais les extraits, ils sont limités, non ? C'est Snap qui est limité. Les extraits sont pas limités, c'est... Après, on peut même récupérer en fin de live. Dommage, j'allais dire une vacherie sur le Parti Socialiste. Et les publier en TikTok, et donc là, il restera... Ouais, voilà, comme du streamer. J'allais dire qu'en 1 minute 30, on comprend pas ce qu'ils disent, mais... Non, on peut aller jusqu'à 10 minutes. Ah, 10 minutes, peut-être qu'on peut y arriver. En plus, si on peut faire... Je propose qu'on passe à la dernière partie de ce stream. Hugo, je te libère. Je me libère aussi. Tu te libères, tu vas sur Twitter ? Je vais sur Twitter. Ok, super. Merci Hugo. Incroyable ce que tu proposes. Salut. C'était intéressant, hein ? Ouais. On aurait pu en parler longtemps. Hein. Ouais.
hyper ambitieux, mais... Donc en fait, il faut être à l'affût, ça c'est pour ta transition en attendant que la nouvelle personne arrive. Eh ben non, parce que... Alors peut-être que... C'est qui là? Ah bon? C'est la photographe. Non, l'idée c'est qu'on utilise un petit peu de temps là qu'on a encore pour que vous puissiez poser des questions à Manu sur la ligne politique, l'avenir de la France insoumise, etc. Sur les potentielles divergences qu'on peut avoir, convergences, peu importe. Écoute, hein. On en est où avec le NFP là? Comment ça se passe en ce moment? Le dernier message des dirigeants du NFP, même du côté du Parti Socialiste, ça date de quand? Vous êtes parlé Entre nous avec Boris Vallaud par exemple? Par téléphone, ça arrive, mais honnêtement, pas tous les jours. Toujours soudés? Non, on va pas se raconter d'histoire. Il y a là, dans la séquence post-censure du gouvernement Barnier, il y a des décisions qui ont été prises en premier lieu par le Parti Socialiste et parfois par d'autres partis, je pense aux écologistes ou aux communistes, même si je ne les mets pas tous dans le même panier sur ce qu'ils ont dit, qu'on n'a pas compris, et qui donnaient l'impression que certains d'entre eux commençaient à accepter l'idée qu'ils allaient pouvoir servir en quelque sorte de force d'appoint à la continuité du macronisme. Et bien évidemment, pour nous, il n'en est pas question. Je veux dire, le nouveau Front Populaire, parce que j'ai entendu dire, oui, mais le nouveau Front Populaire, ça n'appartient pas à la France Insoumise. Oui, c'est vrai, ça n'appartient pas à la France Insoumise. Mais le nouveau Front Populaire, c'est une stratégie et c'est un programme. La stratégie, c'est de proposer une alternative, le programme, au macronisme. Donc à la fin, celui qui laisse entendre qu'il pourrait venir ou servir de force d'appoint à la continuité du macronisme, il rompt avec l'état d'esprit originel, les raisons de la constitution du nouveau Front Populaire. Ça, c'est la vérité sur le fait que moi, j'ai pas compris pourquoi ils sont allés à l'Élysée alors que Macron avait dit que c'était pour constituer un gouvernement d'union nationale. Et évidemment, il n'est pas question pour nous de participer à un gouvernement d'union nationale. Ça, c'est le point du constat. Maintenant, je veux dire franchement les choses. Il va y avoir le 13 ou le 14 janvier le discours de politique générale du nouveau Premier ministre. À ce moment-là, nous, on va déposer une motion de censure. Moi, je pense à la fin qu'ils vont tous rentrer à la maison. Voilà. J'ai entendu Olivier Faure parler ils étaient toujours dans l'opposition, quoi. Parce qu'ils voulaient cet accord de non-censure, mais ça n'a pas été... Lui, il disait qu'on va rester quand même dans l'opposition. Mais en fait, c'est pas clair, parce que... Les écologistes, pareil. Il faut dire la vérité. Soit la politique, c'est simple. Il ne faut pas raconter d'histoire. Soit tu es avec le gouvernement de Bayrou, tu es d'accord avec sa politique. Donc, en fait, tu es dans une coalition politique qui soutient le gouvernement de Bayrou. Après, tu peux participer au gouvernement, pas participer au gouvernement, tu es en appui, tu es en soutien. Soit tu es dans l'opposition, et si tu es dans l'opposition, tu votes une motion de censure quand elle est déposée contre le gouvernement. Donc, à un moment, il faut choisir. Soit tu es avec Bayrou, avec Macron, avec machin. Soit tu veux protéger Macron, soit tu veux le renverser pour pouvoir mettre en place une autre politique. L'entre-deux, on est dans l'opposition, mais on va discuter un pacte de non-censure, franchement, ça ne veut rien dire. Bon, la vérité, c'est que je pense que le pacte de non-censure, de toute façon, il ne verra pas le jour, parce que les contradictions sont telles que même si Bayrou veut amadouer les socialistes, il n'en a pas les moyens, je le pense. Donc c'est pour ça, je pense que moi, à la fin, quand il va y avoir la censure, je pense que les insoumis, les communistes, les écologistes, et à mon avis, la majorité des socialistes vont voter la censure. Après, si certains veulent monter dans le Titanic, ben bon, on a tous vu le film, non? Oui, c'est pas conseillé, quoi. Après, bon courage à eux. Hein. Maintenant, on ne sera pas là pour rafistoler le navire à ce moment-là. Moi, j'ai une question plutôt sur la stratégie électorale. On voit que là, la France Insoumise est beaucoup centrée sur ça. Après, on a une année particulièrement spéciale où il y a eu 2 élections. On a parlé de la mobilisation lors des législatives, mais il y a quand même une forte mobilisation par rapport à ce qu'on avait habituellement pour la campagne européenne, notamment dans certains quartiers, donc c'est à noter. Mais là, on voit qu'il y a eu le succès du NFP pendant les législatives. Et pourtant, le NFP n'est pas au pouvoir. Alors, il y a plein d'explications qui sont à donner. Mais est-ce qu'il n'y a pas à craindre que... On a fait tout un discours, vous avez fait tout un discours sur les victoires électorales, c'est important pour changer la vie. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que les gens soient un peu désemparés, sombres dans le désespoir en disant mais même voter ça ne sert à rien parce que regardez, vous n'êtes pas au pouvoir, donc vous allez nous dire encore de voter et rien ne va se passer. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser à d'autres stratégies qui soient hors électorales? Alors moi, je n'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais de voir des propositions pour changer la vie des gens maintenant, tout de suite, que ce soit dans plusieurs territoires
territoire, hein, les bourgs et les tours, comme on dit. Mais voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à d'autres stratégies hors période électorale? Les bourgs et les bourgs. Alors, il y a plein de trucs dans la question. Premièrement, nous, la France Insoumise, on ne s'est jamais vécu comme un mouvement strictement électoral. On se présente aux élections, on essaye de remporter les élections, mais on s'est toujours pensé aussi comme étant un mouvement qui a comme stratégie la révolution citoyenne. Et la révolution citoyenne, ça veut dire la révolution par les urnes, mais ça ne veut pas dire juste par les urnes. Ça veut dire aussi en s'appuyant sur des initiatives de mobilisation de la société. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'on pense qu'on ne gagne pas dans un rapport strictement électoral si ça ne s'appuie pas sur une mobilisation de la société. Et même pour une autre raison, c'est que si vous gagnez par la voie électorale, vous avez intérêt d'avoir une société qui continue à se bouger, à se mobiliser, parce que sinon vous allez vous heurter à des résistances qui vont être très fortes et qui vont vous empêcher de décliner votre politique. Mais on s'est aussi pensé depuis le début, et ça un peu en rupture avec les partis politiques traditionnels, comme essayant d'être, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, un mouvement utile tout de suite. Donc, les groupes d'action insoumis font des collectes, des actions de solidarité. Ils essayent de trouver aussi des moyens, parce qu'ils s'appuient sur l'analyse qu'on faisait tout à l'heure sur la perte de crédibilité ou de confiance dans la vie politique, de dire à des gens, bah nous on va faire en sorte d'être utile tout de suite, au moins on va gagner un lien de confiance ensuite ensemble. Donc ça c'est pour répondre à la question, est-ce qu'il n'y a que la voie électorale? Non, il n'y a pas que la voie électorale. La voie électorale, elle doit être articulée avec des initiatives de soutien et de mobilisation de la société. On soutient les syndicalistes quand ils font des marches, on va dans les piquets de grève pour dire qu'on est là, on s'appuie sur tout ce qui bouge dans la société pour essayer de construire ce qu'on avait appelé Front populaire initialement, c'est-à-dire les formations politiques, mais aussi des collectifs, tous les gens qui sont engagés dans la société, qui à un moment se disent c'est par la voie politique qu'on peut changer les choses. Ensuite, il y a la question, à mon avis, cruciale de... en gros, il y a eu une mobilisation puissante à la législative, le nouveau Front populaire arrive en tête, et c'est pas le nouveau Front populaire qui gouverne, et donc des gens qui légitimement peuvent se dire bah, ça sert à quoi d'aller voter, puisqu'on est allé voter, vous avez gagné, c'est pas vous qui gouvernez. Surtout quand vous savez que c'est un an après le fait que les gens se sont dit bah, on est allé manifester par millions contre la réforme des retraites et qu'elle existe. Bon. Donc oui, bien sûr, c'est un point d'attention et de vigilance. Et donc ça nécessite de convaincre. Moi, la première chose que je dis, c'est si Macron a pu faire le coup de force, si Macron a pu s'asseoir sur le résultat des élections législatives, c'est aussi, il faut dire la vérité, parce que notre victoire, c'était une victoire que relative. On ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et pourquoi on ne dispose pas de la majorité absolue à l'Assemblée nationale? Pas uniquement pour ça, mais en particulier parce que même si effectivement on a réussi à faire voter plein de gens qui ne votaient plus depuis des années et des années, il y a encore beaucoup de gens qui ne sont pas allés voter. Il y a encore, en particulier dans les quartiers populaires, et je ne dis pas, moi je ne leur fais pas le reproche, je ne jette pas l'opprobre sur eux, hein. Je ne suis pas en train de dire ça, parce que moi j'ai coutume de dire on est victime de l'abstention, on n'en est pas coupable. Donc moi, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens. Je dis juste, si vous ramenez le taux de participation dans les quartiers populaires au niveau auquel est le taux de participation moyen, vous allez avoir des dizaines de députés NFP ou insoumis supplémentaires. C'est vrai. Voilà, la dernière fois, je suis allé dans l'Eure-et-Loire, dans une toute petite commune, et à côté, il y a des camarades qui sont venus qui habitent dans la ville de Dreux. Bah, dans la ville de Dreux, le député, c'est un député de droite. Et le député de droite, il a gagné au premier tour face au député du NFP à, je crois, 50 voix ou 60 voix. Bah, il y a des quartiers à Dreux où la France Insoumise, elle a fait 50, 60, 70%. Il suffirait qu'il y ait 10% de participation en plus dans ces quartiers. La circonscription, on pouvait la rafler. Je prends cet exemple-là, je peux en prendre d'autres. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, le message que je propose d'envoyer à tous les gens qui se disent est-ce que ça vaut le coup? Regardez, on est allé voter, mais on n'a pas réussi à gouverner. Je leur ai dit, bah non, mais si on n'a pas réussi à gouverner, c'est parce qu'on n'est pas encore allé voter suffisamment. Si vraiment on y était tous allés, cette fois on aurait eu la majorité absolue. Et là, Macron, il peut faire tout ce qu'il veut, il peut faire le tour du monde, il peut appeler François Bayrou qui il veut. Si vous avez la majorité absolue à l'Assemblée nationale, il nomme Bayrou, censure immédiate. Il nomme Barnier, censure immédiate. Et nous, on nomme... Au bout d'un moment, il est obligé de nommer le Premier ministre du nouveau Front populaire et il a une majorité pour mettre en œuvre sa politique. Bon, voilà. Et puis une élection présidentielle, c'est aussi, si c'est une élection présidentielle anticipée qui arrive, un tel moment de mobilisation populaire que cette fois, on peut tout renverser. Donc moi, je leur dis, perdez pas espoir, même si je comprends qu'il y a beaucoup de raisons de se dire est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. Je leur dis au contraire, je pense qu'on a montré un chemin, une direction au moment de la législative. Il faut continuer dans cette direction parce qu'on peut y arriver.
Bah, moi, en vrai, ma question, elle est un petit peu en lien avec la tienne et ça poursuit ça, mais plutôt vis-à-vis de la vie du mouvement, en plus, puisqu'il y avait l'Assemblée représentative récemment, où notamment a été discutée notamment la stratégie et la feuille de route pour les municipales. Et c'est vrai que quand on a fait la rétrospective de cette année, on a eu beaucoup d'événements imprévus qui ont un petit peu chamboulé, que ce soit les travaux de fond qui avaient pu être lancés, même pour solidifier en fait tout ce qui a été acquis pendant ces élections. Et donc, comment est-ce que si on part du principe qu'on est un petit peu au risque de se retrouver avec toutes ces petites actualités qui retardent, etc., comment est-ce qu'on fait au niveau de la vie du mouvement pour solidifier un petit peu tout ce qui a été acquis et pour ne pas perdre au gré en fait, des petits revirements présidentiels tous les travaux de fond qui sont engagés et qu'on essaie d'engager au maximum? Alors, ce week-end, c'était ce qu'on appelle l'Assemblée représentative de la France insoumise. Et précisément, l'objectif, c'était justement de dire, on va prendre un texte, on va prendre notre temps, et on va essayer de poser les stratégies, quels que soient les scénarios qui arrivent sur la table, parce qu'on est dans une situation qui est une situation marquée par l'instabilité, que bien malin est la personne qui peut dire exactement ce qui va se passer dans les 6 prochains mois. Et donc, qu'il ne faut jamais être pris de court, et donc il faut avoir préparé tous les scénarios possibles. Donc, scénario numéro 1, Emmanuel Macron démissionne ou est destitué, il y a une élection présidentielle anticipée. Dans ce cas-là, l'élection elle a lieu dans un délai de 20 à 35 jours. Vous avez intérêt d'avoir préparé votre campagne. Donc préparer votre campagne, ça veut dire avoir les parrainages pour pouvoir présenter votre candidature, avoir votre programme et avoir un plan de campagne sur lequel on travaille, qu'on peut mettre en œuvre immédiatement pour entrer tout de suite dans la campagne. Scénario numéro 2, une dissolution de l'Assemblée nationale. Une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, on a vu la dernière fois, il faut avoir des candidats, il faut qu'ils soient prêts, il faut avoir les financements, il faut avoir le matériel. Hop, on est prêt pour ça. Scénario numéro 3, il n'y a aucun de ces 2 cas de figure qui arrivent. La prochaine élection, c'est une municipale. Donc il faut qu'on soit prêt sur la municipale. Donc on a essayé de se doter de calendriers sur chacun de ces scénarios pour que tout ça, ça puisse avancer. Je ne vais pas dire quelles que soient les circonstances, parce que c'est pas vrai. Il y a une élection présidentielle anticipée. La vérité, c'est que tout le reste va s'arrêter le temps de l'élection présidentielle anticipée. Mais au moins, on a préparé un maximum de trucs. Et en parallèle de ça, on a des chantiers plus long terme. On a tout le travail pour solidifier, par exemple, tout le travail de formation qu'on fait avec l'Institut Labo ici, où on a fait une école, ce qu'on a appelé une école des cadres, qui est super utile, dans lequel il y a des promos qui viennent, qui apprennent des choses. Parce qu'à la France Insoumise, il y a plein de néo-militants. Et les néo-militants, ils sont en besoin, ils sont en demande. On est un bon militant quand on a les outils pour pouvoir bien militer. Et on est un bon militant quand on allie la réflexion théorique et l'action pratique. On n'est pas un bon militant quand on pense qu'on est le plus intelligent mais qu'on ne met jamais les mains dans le cambouis. Mais on n'est pas non plus un bon militant si on passe son temps juste à courir d'une action à l'autre sans comprendre ce que l'on fait. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir une formation dans une formation politique comme la nôtre. Donc ça continue. Le travail de l'Institut Labbé aussi, ça continue. On essaye de faire tous ces chantiers en parallèle. Et après, tu me dis comment on peut arriver à faire tout ça ensemble. À la fin, ça repose que sur des êtres humains. Il y a des salariés qui travaillent, mais ils travaillent beaucoup. Il y a des députés qui travaillent, mais ils travaillent pas mal. Donc à la fin, on arrive à faire tout ça aussi quand il y a des militantes et des militants, des bénévoles qui s'engagent. Alors venez donner le coup de main, on a besoin de vous. Juste peut-être un dernier point sur, dans la continuité toujours de ce qui a été évoqué par nos camarades sur le plateau. Sur donc l'instabilité institutionnelle, ça c'est un fait. Les potentielle dissonance qu'on peut avoir au NFP, ça c'est un fait, et on le savait en le faisant, donc bon... on n'était pas naïfs, pensez pas qu'on a cru à un moment que... Attends, je peux répondre 2 minutes sur ça. Le nouveau Front populaire, il faut dire les choses, moi je ne tourne pas autour du pot, c'est un rapport de force. La NUPES a été créée après l'élection présidentielle de 2022, et si elle a pu être créée, c'est parce qu'il y avait un rapport de force qui était celui de l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, ça permettait de dire on va rassembler tout le monde, mais sur un programme de rupture. Donc, avec une centralité de ce programme de rupture. Le NFP, c'est un rapport de force. Et dans votre coalition, votre coalition vit au gré des rapports de force. Bon, donc comment vous faites pour maintenir ces objets-là en vie en maintenant le rapport de force permanent. Et le rapport de force, ça ne se fait pas dans une réunion à 4 avec Manuel Bompard, Marine Taudeillet, Olivier Faure, Fabien Roussel. Ça ne marche pas, ce n'est pas ça le rapport de force. Le rapport de force, ça se fait, est-ce que vous êtes capable de mettre du monde dans des initiatives que vous posez? Est-ce que ce que vous prenez comme initiative publique, ça imprime la situation politique? C'est ce rapport de force qu'il faut maintenir. Sans naïveté, il n'y a pas de naïveté. Il n'y a pas de naïveté. À la fin, le nouveau Front populaire, c'est-à-dire, enlevons le nom.
parce que là, ça s'appelait Nouveau Front Populaire, avant ça s'appelait NUPES. C'est quoi? C'est rassembler tous ceux qui veulent être rassemblés sur un programme de rupture. Ben ça continuera, avec ou sans les appareils. S'il y en a, ils veulent partir de côté, ils partent de côté. Nous, on continuera. Parce qu'à la fin, c'est ça qui, à mon avis, est la seule manière pour la gauche dans ce pays de gagner, c'est-à-dire sur un programme qui a un programme de rupture radicale, pas en faisant du macronisme dégradé. Et si on fait ça, à la fin, on est conduit à l'échec et à la défaite. Après, moi, je suis bavard, si tu veux. Non, mais en vrai, non, mais c'est intéressant cette analyse que tu nous fais aujourd'hui. Mais du coup, moi, sur tout ce qu'on se dit là, je suis en face, forcément. Enfin, je suis insoumise et même si je pense par moi-même, si je suis engagée dans un mouvement, c'est parce que j'adhère à notre idéal, en tout cas celui qu'on défend. Mais j'ai la sensation que on parlait tout à l'heure du fait que les quartiers populaires s'étaient pas mal déplacés, c'était pas mal, avaient fait en fait une partie de cette victoire-là. Et les jeunes aussi, mais c'est encore, ça c'est un peu lié, mais ça peut être aussi un peu divisé. J'ai la sensation que cette histoire-là de pseudo-déchirement, de un tel ou une telle qui va à l'Élysée, de un tel ou une telle qui ne va pas. Est-ce que vraiment ça, les quartiers populaires en ont quelque chose à faire? Est-ce que ça va jusqu'à eux, cette question-là? Et est-ce que, c'est quoi la feuille de route pour la France insoumise, là, pour aller continuer de parler à ce public qui nous aide et qui a besoin qu'on fasse passer notre programme et dont on a besoin, nous aussi, pour... Alors moi, je ne veux évidemment pas parler au nom des quartiers populaires, parce que dans les quartiers populaires, comme dans le reste de la société, il peut y avoir des points de vue différents, des contradictions qui s'expriment, etc. Bon, moi aussi, en soi, je m'en fiche de qui va à l'Élysée, qui ne va pas à l'Élysée. C'est pas le sujet. À mon avis, la question centrale aujourd'hui, c'est est-ce que tu donnes l'impression, dans la stratégie politique que tu déploies et que tu mets en œuvre, que ta priorité, c'est laisser Macron gouverner jusqu'en 2027 au prix de conclure un accord de non-censure pour que le gouvernement de Bayrou puisse voir le jour. Parce que tout ça est très politique. Tout le monde a compris. La vérité, c'est que si vous avez un gouvernement qui tombe, un deuxième qui tombe, un troisième qui tombe, au bout d'un moment, c'est la question de Macron qui est posée et de son départ. Donc en gros, pour moi, c'est simple. Et ça, je pense que ça, les gens, ils l'ont compris. Le fait que c'était Macron le verrou, et à travers Macron, en fait, c'est la question de la Ve République et du pouvoir exorbitant donné au président de la République qui peut décider tout seul de s'asseoir sur le résultat de l'élection. Ça, je pense que les gens l'ont compris. Donc à la fin, c'est est-ce que tu participes à la stratégie qui permet le départ de Macron et par là même d'ouvrir un autre chemin pour le pays, ou est-ce que tu es prêt à venir magouiller dans le système pour maintenir Macron jusqu'à 2027 ? Voilà. C'est là où, à mon avis, est la ligne de clivage. Est-ce que tout le monde a compris les divergences qui existent ? Peut-être pas, mais je pense en tout cas pour nous, puisque tu poses la question de notre stratégie, que si nous, à un moment, ne serait-ce qu'une minute ou un petit bout du doigt, on donne l'impression qu'on est prêt à s'arranger avec les macronistes, alors je pense que tout le travail qu'on a mené depuis des années et des années, il s'effondre. Okay. Ça, c'est ce que je pense. Après, c'est pas automatique, c'est pas... Les médias vont pas nous aider, les médias vont nous dire qu'on n'est pas prêt à du compromis, qu'on est mal élevé parce qu'on rencontre pas... Bon, ça tu connais. Très bien. Ouais, non, mais oui. On tient bon, on tient la ligne. On reste droit, solide sur nos appuis. Solide sur nos appuis. Nous ralentir tout droit. Et Jade, ça va? Il est dans son coin, on a l'impression qu'il est puni. Non, mais du coup on approche à la fin de l'échange et on va soulever la chaise pour Jade. Allez, regarde. Hop là. Parce qu'on a pris un chouïa de retard, il est 19h26. Un chouïa. Chouïa, ça va? Moi, ça va. Moi, je suis bien. Je suis bien aussi. Hein. C'est pas trop... Voilà. Et du coup, on accueille un militant que tu connais pas du tout, Manuel Bompard. Je connais pas, Jade. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous êtes? Très fort au foot, comme vous sans doute. Hein. Alors, comment ça va tout le monde? Super. Super. Ça va. Là, le plateau m'a redonné de la joie de vivre, là. Bon, qui dit dernière émission de l'année, dit... Petit récap de l'année. Hein. Alors, moi j'ai réfléchi comment faire un récap sans forcément mettre les têtes de tous les gogols qui nous auront quand même bien fait chier cette année. Et je me suis dit, on va illustrer cette chronique avec un bon ami à nous, notre bon vieux Patrick Cohen, qu'on embrasse hein, bien sûr. Alors, on va y aller crescendo, ça va commencer de la bonne humeur et ça va aller jusqu'au point Z. Bon, moi je suis maghrébin, j'appelle ça le point ZRF. Ça, c'est quand vraiment les gens m'ont fait péter un câble. Alors, cette année, moi j'étais un Patrick Cohen qui s'attendait à des petites surprises de la vie et qui les accueillait avec le smile, comme vous pouvez voir sur l'image. Hein. Par exemple, le Parti Socialiste. Bon, je pouvais pas faire une chronique sans parler du PS. Hein. Le Parti Socialiste, dans ton groupe de potes qu'on va appeler NFP, c'est le ouais, t'inquiète. Tu leur proposes des trucs. Toi, t'es là, tu fais. Manu, je parle sous ton contrôle. Hein, tu fais des réunions, des journées entières. Il y a des gens, ils viennent te ramener à manger. Tu sors pas de salle de réunion.
Le gars, t'as l'impression qu'il a compris. Tu tournes la tête 30 secondes pour annoncer la bonne nouvelle. Le gars, il est en train de parler avec Bernard Cazeneuve. Vraiment, c'est... Putain, moi, j'en peux plus. Cette année, j'ai aussi été un Bernard Cazeneuve qui n'a pas vu certaines surprises arriver. Alors là, merci Macron. Moi, j'arrive. On est le 9 juin. Dimanche soir, je célèbre tranquillement. Hein. On nous a annoncé qu'on ferait 5 ou 6% aux européennes. On a fait 10. Pour nous, c'est un peu une petite victoire quand même, non ? Moi, j'étais content. Voilà, moi, j'étais très heureux. Sauf que 10 minutes après, j'entends Macron, allocution, article 12 de la Constitution. J'ai jamais autant maudit d'avoir fait du droit. Vraiment, il y a tout le monde qui faisait la fête. Moi, j'étais là comme ça. Non, arrête. Le bon point dans tout ça, c'est que tu l'as dit, Manu, vous avez fait le NFP, hein, ça nous a quand même sorti de la merde. Et ça aussi, c'est une autre belle surprise. La dissolution, ça m'a aussi permis d'avoir un bon moment Patrick Cohen au le culot. Je dis au le culot parce qu'au moment de la dissolution, Prisca Thévenot perd son poste de ministre. Elle a à 2 doigts de perdre sa circonscription. Et là, elle dit... Ouais, il y a quand même un problème de racisme en France qui monte à cause du Front National. Vraiment le culot. Hein, et puis... Cet éclair de lucidité, c'est pas arrivé qu'à Prisca Thévenot. J'ai l'impression que c'est commun chez les macronistes. Gérald Darmanin nous a quand même dit « Je pense que si je m'étais appelé Moussa, j'aurais pas été ministre. » Alors déjà, Gérald, je voudrais dire, dans un monde normal, quand tu t'appelles Moussa, t'as déjà pas d'appart et pas de travail. Alors pour être ministre, mon pote, ça fait longtemps qu'on a oublié. Hein. Des Fadela Amara, des Rachida Dati ou des Moussa Darmanin, il y en a pas beaucoup, mon copain. Non, mais puis, nous, on aurait quand même bien voulu qu'il se rappelle qu'il s'appelait Moussa, hein, quand il a envoyé la police frapper des jeunes parce qu'ils soutenaient et demandaient justice pour Naël ou pour Adama. Par contre, on s'est tous rappelé, il s'est bien évidemment rappelé son petit côté Gérald, hein, quand il s'agissait de négocier son poste de ministre avec les fachos et de faire une belle loi immigration. Hein, et ça, du coup, j'en viens à mon prochain point, c'est j'ai été Patrick Cohen. Est-ce que tu peux répéter ? Ça, c'est quand j'entends une belle dinguerie. La belle dinguerie nous a été dite par Le Figaro, qui a dit quand même l'Algérie est dirigée par des généraux qui captent des richesses à leur profit et qui font taire l'opposition comme Boualem Sansal. Bon, déjà, je me permets, je précise un point. Boualem Sansal, je l'aime pas. C'est un raciste, c'est un islamophobe. Mais bon, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'on va envoyer un mec en prison juste parce qu'il est con ? La réponse est bien évidemment non. Déjà d'un point de vue pragmatique, il y a déjà de la surpopulation carcérale, on va pas en plus envoyer les cons. L'autre truc, c'est que t'imagines si t'envoies tous ces gens-là en prison, déjà tu vides de CNews, le JDD, Valeurs Actuelles et Sophia Aram. C'est un peu tristoun, hein. Non mais le truc qui m'a vraiment fait réagir dans cette phrase, c'est que si tu changes Algérie par France et généraux par un mot au hasard, les riches, c'est ce qui se passe en France. Ça a pas l'air de faire réagir Le Figaro. Hein. Macron, ça fait 7 ans, il flingue les caisses de l'État pour donner de l'argent à ses potes. Toi, t'es là, tu dis, quand même, c'est pas bien, non ? Ah, je parle sous autocontrôle, hein, le PLF, franchement, c'était pas le grand soir. On s'est fait un grand coup de 49-3, on n'a même plus le droit de parler, c'est triste. Ce qui me fait venir tout de suite à mon dernier point, c'est le Patrick Cohen. Non, wallah, c'est trop. Ça, c'est mon point de serrure. Ça, c'est quand j'ai vraiment pété mon câble. Celui-là, c'est quand j'ai vu que ça envoyait des gens en garde à vue juste parce qu'ils soutenaient la Palestine. Tu sais, le grand crime. Tu vois, vraiment, ça me fait trop rire. Bon, au départ, tu vois un petit syndicaliste de la CGT qui fait un petit tour, une petite classe découverte en garde à vue, tu peux dire ça va. Bon, après, quand tu vois que les gens ont peur de rien, ils ont envoyé quand même se faire écouter à la police, pardon. Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot, Rima Hassan, tu te dis, sky is the limit, vraiment, ils ont plus peur de rien, les mecs. Apologie du terrorisme, tu vas pour tout et n'importe quoi, là. Hein. Vraiment, la France, c'est quand même le seul pays du monde où tu te fais arrêter et menacer par des hommes armés en manifestation quand tu demandes la paix. Par contre, la paix, on te la fout royalement quand tu soutiens un génocide. Ce serait temps que certains à gauche commencent à se réveiller, hein. Non, mais on va pas finir sur une note pessimiste. On va bien sûr finir avec une belle note d'optimisme, puisque cette année, j'ai quand même été un Patrick Cohen heureux. Regardez Patrick Cohen. Et cette image, tu sais d'où elle vient, Manu ? Ça te dit rien ? Je l'ai vu il y a pas très longtemps, j'étais face à lui. C'était ton plateau. Regarde comme le regard amoureux. Je l'ai rendu heureux. Ah ouais, ça parle motion de censure, il t'a regardé comme ça. Franchement, ça m'a rendu heureux parce qu'on a vu le magnéto tout à l'heure, ça m'a redonné les larmes aux yeux, vraiment. Il y a un soir de second tour de législative où moi j'étais parti sur on va faire un petit retour au bled, on va attendre que ça se calme. À la gauche son premier. Ah bah c'est super. Voilà. Hein. Bon, le point culminant de cette année, ça reste quand même la motion de censure. Hein. Vraiment, ça c'est ma coupe du monde à moi parce que moi je l'ai vu en prime. J'ai vu Michel Barnier sortir de l'Assemblée avec ses sahabs. Ils l'ont même pas attendu. Ils ont tous sauté dans leur voiture. Michel était comme ça. Ah ouais.
Bon, la seule différence avec l'équipe de France, c'est qu'on n'a pas Mbappé, mais M. Bompard. Je ne sais pas si vous avez vu les beaux exploits au Five d'Aubervilliers, hein, une petite légende, je vous le dis. Signez-le dans un club, hein, il est encore chaud. Bon, là, dans la première chronique, je vais finir sur ça. Je vous avais dit qu'il fallait absolument être révolutionnaire. Ça y va comme ça. Okay. Je vais finir cette chronique en disant bien sûr de rester révolutionnaire en 2025, parce que déjà c'est la plus belle chose et que ça apporte du bonheur. Et puis surtout, on aura besoin de tout le monde parce que Macron, démission. Bravo. Bravo. Incroyable, Jade. Merci. Écoutez, eh bien, on arrive à la fin de ce stream. Je vais dire merci au chat d'avoir été là, de nous avoir accompagnés. Est-ce qu'on peut faire un petit truc? Oui, bien sûr. Je t'explique, parce qu'en fait, il y a des gens qui, depuis des jours et des jours, me disent il faut que tu fasses une vidéo pour faire la pub du livre de l'Institut La Boétie. Alors, je te propose, je la fais là. Au moins, tout le monde a eu l'info, elle est filmée, elle peut sortir. Donc, comme ça va être les vacances et qu'il y en a, ils cherchent des cadeaux de Noël à faire, eh ben, je vous propose d'acheter le livre de l'Institut La Boétie qui s'appelle L'extrême droite, une irrésistible ascension. On peut le trouver dans les librairies. Exact. Et c'est un super livre. Et je vous invite à l'acheter, à le lire. Peut-être à l'acheter si vous avez... Franchement, il y a toujours la personne, on ne sait pas quoi lui offrir. Bah, si vous ne savez pas quoi lui offrir, vous prenez L'extrême droite, une irrésistible ascension dans l'Institut La Boétie. Au moins, j'ai fait mon travail. Oui, bien sûr. Tout le monde va être content. Je te remercie d'avoir hébergé ma petite... Mais je te remercie de m'avoir hébergé dans cette émission, du coup. Parce merci que, beaucoup. Oui, c'est les... Du coup, bon... non, mais si, le livre, évidemment. On peut très bien offrir un oncle Cicera, une tante aussi Cicera. N'importe qui. Ouais, tout. Ça fait du bien. J'ai même coécrit le chapitre sur le genre avec Chaligal. Il dit rien depuis tout à l'heure. Donc si jamais vous avez un oncle ou une tante un petit peu transphobe qui dit il y a un super chapitre pour ça. Si jamais vous avez un oncle ou une tante un peu raciste, il y a plein de super chapitres pour ça. Il y a tout. Ou alors qui écoute un peu trop les médias. Chapitre 5, comme ça. Non mais et en plus, pour revenir sérieux 2 secondes, ce qui est pratique avec ce bouquin, c'est que comme les chapitres sont thématiques, bon évidemment il y a une suite logique, ça a été bien pensé, mais il n'y a pas à le lire de façon linéaire. Tu peux te dire, tiens vas-y, ce sujet-là, voilà, je suis sur les médias, vas-y ça m'intéresse, je vais le lire, et tu n'es pas obligé, parce que souvent ça fait un petit peu peur d'avoir des ouvrages faits par des chercheurs, etc. Donc là, il y a le truc de tu peux picorer dedans, quoi. Tu peux piocher, ouais. C'est l'apéro. C'est super. Dès l'apéro, en fait. Et voilà, ça nous fait une bonne feuille de route aussi pour l'année qui vient. Trop bien. Faire reculer les fachos. Ah, j'ai cru te vendre des livres. Non, mais je trouve que c'est une belle clôture et ça suffit. Si, il y a la campagne de dons aussi de la France Insoumise, parce qu'on a besoin d'argent pour la lutte, c'est important. Donc, vous pouvez le faire si vous le pouvez, évidemment. Vous pouvez trouver ces informations-là sur le site Action Populaire. Et aussi, on a l'affiche du mois. Celle-ci, c'est plus l'affiche du mois. L'affiche du mois va bientôt sortir et on est en train de faire un jeu. Parce que je me disais, je l'avais déjà vu celle-là. Ouais. Du mois précédent. Du mois, long mois. Et mais sur les dons, pour ceux qui payent des impôts, tout le monde ne paye pas des impôts, mais si vous donnez avant le dernier jour de l'année, hop, ça va dans les déductions pour les impôts de l'année prochaine. Donc vous donnez avant le 31 décembre. Ça marche pas. Non, je sais pas. Non, ça marche pas pour Twitch. Parce que j'aurais pris la combine, moi. Ça marche pas pour Twitch. C'est pas le même régime fiscal. Ah, d'accord. Pour public. Sujet épineux. C'est une chronique. Et attendez, en régie, juste, est-ce qu'on peut faire le raid à Daniel Obono. Le raid à Daniel Obono. Qui est en live Twitch. Il faut envoyer tout ça sur Daniel Obono. Hein. Est-ce qu'un des spécialistes peut me dire comment je suis censé faire là pour /raid. Et tu mets son pseudo. Je crois que c'est député Obono. WI2SAM. Député /bas, je crois. Normalement, là, en fait, c'est parce que là, il y a quelqu'un qui peut expliquer. Ça veut dire, on va envoyer tous les gens qui regardent sur la chaîne. Exactement. Notre chaîne, On va les donner de la force. C'est ça le raid, quoi, le principe du raid. Moi, j'avais entendu parler de ça. Député Obono, tout attaché. T'es chaud sur le foot et sur les réseaux, toi? Bah non, là, tu vois, je découvre. Mais on la suit même pas, c'est un scandale, c'est scandaleux. Parce que tout à l'heure, on a dit qu'il fallait avoir une avance numérique. Mais vous n'êtes pas sur Twitch? Bah moi, j'ai une chaîne sur Twitch, mais j'ai pas fait énormément de choses dessus. On a fait 2-3 trucs. Mais. Bah oui, chez Twitch, oui, je t'ai invité chez les Twitchers. C'est le premier. Ah, d'accord. Ah, ils m'ont envoyé, les gens, ils sont trop gentils. Le premier, et il fait pas mal de trucs sur les émissions. Je suis un slash. Oui, j'ai déjà vu. En ligne d'émission, pas mal. Et c'est trop bien, c'est comme à l'époque les Sims. Super. Ouais.
Oui, tu sais, ça fait des codes un peu. Les Sims. Ah, parce que tu fais raid/raid. Ah oui. Et c'est nous les boomers. Hein. T'as leur classe techno au collège? Ah, y a... Bon, les gars, je sais pas si ça marche, mais je pense qu'on va cut le stream. Mais après, faut envoyer. Hein. Bah, j'envoie. Tu veux pas venir, Wissam, me le faire, s'il te plaît? Parce que moi, de base, j'ai un un petit pop-up TikTok. qui s'affiche avec ça va partir dans Regarde. tout. Non, Attends. tu l'as pas fait, slash. Mais si, je l'ai fait tout à l'heure, ça m'a mis juste utilisateur introuvable. Arrête, c'est que t'as mal écrit ce pseudo. D-E-P-U-T-E-E-O-B-O-F-O. RAID. Là, c'est bon, j'y vais. Ouais. Sans se tromper. Et là, parce qu'on me l'a envoyé. Ouais. Je mets le hâte, je mets le hâte. Non. Je mets pas le hâte. Ouais. Et là, j'y vais. T'es sûr que ça s'écrit Oui, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Machin Ah là, je le vois. Et du coup, là, c'est bon, ça coupe? Ça va couper? Faut attendre quelques secondes, tu vois. Il y Mais a c'est des trop bien, infos sur c'est l'écran. good, c'est bon. Te laisse pas impressionner, sœur, tu peux le faire. Faut lui trouver une photo de profil, là, mademoiselle. Lancez le raid maintenant. Pas de photo. Bah si, attends. Bravo. Super. Bye bye. Ah, c'est la Vidéo Bono. C'est bon, ils sont chez Bono. C'est bon? Donc là, il n'y a personne chez nous, là. Machallah. Mais il faut voir Incroyable. si on a coupé aussi. Hein. Et là, je coupe. Et là, on peut couper chez nous Parce que aussi. sinon...